Bienvenue sur le podcast Stronger Things. Chaque mois, avec Myriam, Thibaut et Willy, nous allons aborder des sujets sur le thème du sport, de la santé, de la performance et du business en général, avec nos 4 points de vue différents. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Stronger Things. Je suis toujours accompagné de Mims, Will et Thib. Salut à tous. Salut. En canon, c'est super. Et on se retrouve pour un nouveau sujet sur le sponsoring. On en avait parlé dans le tout premier épisode de Stronger Things. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande d'aller y faire un tour. C'était notre tout premier épisode. Depuis, j'espère qu'on a progressé un petit peu. En tout cas, vous êtes de plus en plus à nous suivre et je vous remercie. On vous remercie. Et d'ailleurs, pour nous aider, likez, partagez cet épisode, suivez la page, tout le truc classique. Et aujourd'hui, on aborde le sujet du sponsoring. Et plus particulièrement le sponsoring avec les athlètes. Et on a la chance d'avoir Thib et Willy ici qui ont pas mal d'expérience dans ce domaine, qui vont pouvoir nous donner un petit peu les coulisses et les comment faire pour avoir un nouveau sponsor, comment faire pour les satisfaire et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces relations et faire grandir l'écosystème, que ça soit en CrossFit ou dans les autres sports en parallèle. Mais avant d'arriver au sujet du podcast, juste un petit peu d'histoire sur le sponsoring. Le sponsoring, en réalité, il a beaucoup grandi depuis les années 70 parce qu'il se trouve que dans les années 70, l'industrie du tabac et de l'alcool est obligée un petit peu de changer ses méthodes de communication. Ils ont plus vraiment le droit, c'est plus très bien vu de faire de la pub et du marketing direct et donc ils pensent à rediriger tout leur budget dans l'industrie du sport. Donc on voit un flux massif d'argent qui arrive dans tous les événements sportifs de plein de manières différentes et donc les événements qui commencent à se professionnaliser et ces industries qui pompent énormément d'argent là-dedans. Il se trouve qu'en 84, on a les Jeux Olympiques de Los Angeles qui sont les premiers jeux organisés de manière privée. Et c'est là que justement les organisateurs inventent un petit peu le principe du partenaire. Donc jusque-là, on n'avait pas encore vraiment de partenariat entre les marques et les événements pour faire grandir l'événement et faire grandir la marque en harmonie. Et d'ailleurs, ces jeux-là sont les premiers Jeux Olympiques à dégager du profit et qui ont eu énormément de succès et qui ont poussé la médiatisation du sport et des Jeux Olympiques en parallèle. Et on arrive en 2010, un gros pas en avant, où l'industrie du tabac est maintenant interdite de sponsoring dans le sport, et donc il passe de statut de marque qui finance toute l'industrie sportive à d'un coup une marque qui fait la promotion du cancer et qui est donc interdite de communication. Et donc, ça ouvre le champ à énormément d'autres marques. Ça réduit le budget pour pouvoir rentrer, puisque forcément, ces marques-là avaient énormément d'argent. Et donc, on se retrouve dans un champ très compétitif où aujourd'hui, toutes les marques ont accès à ces opportunités sportives. Pour donner une image de compétition entre les marques, un consommateur lambda est exposé à environ 5000 messages de vente, pas de pub, de vente publicitaire par jour. Et si on inclut toutes les expositions à des logos, que ça soit sur un t-shirt, sur une casquette, dans un événement sportif, dans une pub, un son qu'on entend, on arrive à 20 000 expositions de marques par jour par personne. Et après des études, ils ont montré que le consommateur n'en retient que 12 sur ces 20 000. Donc, il y a une véritable compétition entre les marques pour réussir à être l'une de ces 12 et réussir à trouver cet engagement et cette exposition à un consommateur qui donne la permission de pouvoir le toucher à ce moment-là, ce qu'on appelle le marketing de permission. Et on voit la nécessité, et on en arrive enfin à notre sujet, de trouver des nouveaux canaux pour communiquer avec les consommateurs, des canaux qui sont plus abordables, plus qualitatifs, qui permettent de communiquer différemment pour se différencier, mais aussi pour toucher son audience et des audiences parallèles pour maximiser un petit peu les conversions. Donc on a eu plein de nouvelles opportunités depuis ces années-là. Forcément, on voit beaucoup l'avènement des chaînes télévision dédiées. Je pense à Thibaut et Will avec le golf. Chaque nouveau sport a maintenant sa chaîne de télé ou sa chaîne YouTube dédiée. On pense aussi au téléphone et aux applications, puisque le mobile est la source la plus importante de budget de sponsoring investi dans les 75 milliards de dollars. On a forcément les jeux vidéo, l'e-sport pour en citer que quelques-uns, et la globalisation. Avec Internet, on peut maintenant accéder à des sports qui sont à l'étranger, en Inde avec le cricket, en Australie, et on peut médiatiser tout le monde et n'importe qui dans le monde entier. Et donc, les entreprises recherchent un paquet de choses à travers ces sponsorings d'événements sportifs, que ce soit la connaissance de leur marque, une meilleure image, un meilleur segment touché dans le marché, une meilleure relation avec la communauté, etc. Et dans toutes ces opportunités se trouve le sponsoring d'athlètes. Et donc, on en arrive à cette opportunité parce que, justement, il y a plusieurs avantages à ça. Et donc, j'aimerais demander d'abord ma première question à Thibaut pour commencer ce podcast. Thib, qu'est-ce que tu vois comme avantage et pour vous, qu'est-ce que ça représente pour GoWOD de sponsoriser un athlète? Alors, en premier lieu, ce que tu fais quand tu sponsorises un athlète, c'est que tu fais un partenariat avec lui. C'est-à-dire que tu vas vouloir
le soutenir dans sa carrière ou dans sa performance et l'aider à aller où il veut aller. C'est le premier truc que tu fais. C'est quelque chose qui nous plaît à tous ici dans l'équipe, mais c'est le cas pour toutes les marques. Quand tu travailles dans le sport, tu as envie d'aider des sportifs à faire ce qu'ils veulent faire. Mais après ça, il y a aussi un intérêt, bien évidemment, financier et de visibilité. Donc, ce que tu cherches quand tu sponsorises un athlète, c'est quelqu'un qui va représenter ta marque et être l'image de ta marque face au grand public. Donc, il faut que cet athlète-là représente toutes tes valeurs que tu as en interne, tout l'ADN de ta société. Donc, c'est très, très, très important de faire un choix hyper méticuleux et de pas sponsoriser n'importe qui, de vraiment créer une relation hyper importante avec tes athlètes, de vraiment les connaître et de pas travailler pour la première fois sans avoir discuté avec eux, parce que c'est eux qui vont véhiculer le message et ce pourquoi tu as créé ton produit. Et donc, c'est vraiment ça la clé. C'est est-ce que la personne en question que tu choisis ou les personnes que tu choisis vont être les bons ambassadeurs de ta société et de ton produit. Et justement, ils ont fait des études aussi là-dessus, et bon, ça semble assez naturel, mais en effet, le partenariat a beaucoup plus de réussite commerciale dans les chiffres et dans la rentabilité si l'athlète a un meilleur fit avec la marque. Forcément, c'est assez logique. Est-ce que, comment ça se passe en gros, qui est-ce qui contacte qui? Est-ce que c'est quand on voit que la marque, par exemple GoWOD, a un fit avec un certain athlète, est-ce que c'est toi qui les contactes? Je me doute que tu te fais aussi démarcher. Je sais pas, même si Will, t'as des idées là-dessus, mais je suis intéressé de savoir ça. Il y a deux possibilités. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a différents types de marques. Il y a des marques qui sont très haut niveau, d'autres à moyen niveau et d'autres qui sont encore à bas niveau parce qu'ils débutent. Et donc, en fonction de qui tu es, tu vas pouvoir te permettre d'approcher ou de te faire approcher. Nous, aujourd'hui, on a atteint un certain stade où on se fait énormément approcher par les athlètes, mais les athlètes que on veut sponsoriser, c'est nous qui allons vers eux en premier et en l'occurrence vers leurs agents, parce que maintenant, il y a énormément d'agents dans le milieu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution quand on est athlète. Si on aimerait se faire sponsoriser par une marque, on peut soi-même les contacter et dire, écoutez, j'adore ce que vous faites, j'utilise vos produits depuis très longtemps, il faut que ce soit vrai. Et j'aimerais bien discuter un jour d'un possible partenariat. Ça peut arriver et ça peut vous mettre sur la map de cette marque qui va dire écoute, cet athlète-là, il a l'air vraiment motivé par le fait de travailler avec nous. Donc peut-être que c'est pas le moment, mais dans un an, quand on y repensera, on saura que lui, il était déjà intéressé à l'époque. Donc ça peut être une solution. Mais il faut pas vous attendre à un retour positif parce que vous avez contacté la marque. Et après, vous avez la marque en elle-même, donc comme nous, où on va dire, voilà, on veut travailler avec cet athlète. La condition pour nous, sine qua non, de bosser avec quelqu'un, c'est est-ce qu'il utilise GoWOD? C'est la seule clé pour nous. Et ça devrait être la clé pour toutes les marques, honnêtement. Ça devrait être, est-ce que cet athlète-là est déjà un client chez moi ou utilise déjà mes produits? Parce que si c'est le cas, le partenariat va se passer tout en douceur. Ça va être hyper authentique quand il va communiquer sur vous. Tout va se passer facilement. Ça va être plus facile de négocier avec cet athlète-là parce il aime déjà ce que vous faites. Donc, c'est vraiment, ça simplifie toutes les choses. Donc, nous, après, on contacte l'agent directement si on sait que l'athlète est un agent. Sinon, on envoie un message à l'athlète en disant, écoutez, on aimerait bien travailler avec toi. Est-ce que tu as un agent? Est-ce que tu es représenté? Si la réponse est oui, il nous renvoie vers l'agent. Si la réponse est non, et bien dans ces cas-là, on dit est-ce qu'on peut s'organiser un call? Et dans ces cas-là, on commence les négociations directement avec l'athlète. Ce qui est honnêtement plus beaucoup le cas aujourd'hui, en tout cas à haut niveau pour les athlètes qui font les games, ils ont tous des agents. Je fais une parenthèse là-dessus parce que c'est vrai qu'on a vu évoluer le monde du CrossFit dans les 10 dernières années, avec forcément le partenariat avec Reebok à l'époque qui était vraiment le premier gros partenariat avec CrossFit qui a duré ces 10 grosses années et qui a permis aussi de lancer un peu les games sur la scène internationale et qui a aussi permis aux athlètes d'évoluer parce que beaucoup ont commencé à être sponsorisés par Reebok à l'époque. Mais comment tu fais quand t'es un jeune athlète qui a besoin d'argent pour pouvoir continuer et
tu commences à être assez connu, ou comment tu fais quand tu es une jeune marque qui n'a encore aucun utilisateur qui a besoin d'athlètes pour influencer? Est-ce que tu as des... Moi, je voudrais juste parce que du coup, comme tu m'avais cité aussi avant, je voudrais répondre à ce que disait Thibaut. Alors, je suis entièrement d'accord à ce qu'il disait, mais je voudrais juste contraster et peut-être nuancer un peu la chose avec mon point de vue d'athlète. Alors, bien sûr, je me base sur mon expérience et donc il n'y a pas vraiment deux vérités, il y a plusieurs vérités. C'est comme il y a plein de clés qui ouvrent différentes portes, mais moi, je suis pas un super grand fan du fait de contacter la marque, tout simplement parce que je pars du principe que si tu fais suffisamment les choses bien dans ta manière de communiquer, et surtout dans tes performances et dans ce que tu vas accomplir, ou même simplement ça peut être un état d'esprit, ce que tu véhicules. Bref, il y a tout un tas de choses. La performance, c'est vraiment au sens large du terme. Et ben là, tu vas intéresser les marques et souvent tu vas te faire contacter et honnêtement, lorsqu'une marque te contacte, c'est toi qui es en position de force. Lorsque tu viens contacter une marque, automatiquement, tu commences déjà avec un petit désavantage et donc tu n'es plus trop en position de force, tu es dans la position du demandeur. Et ça, d'un point de vue athlète, c'est pas top. Alors oui, ça prend plus de temps. Des fois, il faut être patient et se dire, OK, bon, là, je me concentre sur peut-être pas à l'instant présent, mais sur le futur. Donc, je travaille. J'ai pas forcément de sponsor, mais je me dis, j'attends que la bonne marque qui me représente, qui partage les mêmes valeurs que moi, me contacte et on va faire un partenariat, on va discuter, ça va être cool et ça sera un partenariat sur le long terme. Parce que c'est vrai que maintenant, on reçoit beaucoup de demandes à droite à gauche de plein de marques, mais souvent, c'est des marques qui veulent des partenariats court terme ou qui sont intéressés pour du placement de produits. Et moi, je suis pas du tout un fan dans le monde du CrossFit des placements de produits. Thibaut non plus, c'est que des contrats, on va dire, soit moyenne durée ou longue durée qu'ils ont. Et honnêtement, cette situation de faiblesse lorsque tu contactes un sponsor, je l'ai jamais vraiment apprécié. C'est pour ça que moi, j'ai jamais contacté un de mes sponsors. C'est toujours eux qui sont venus vers moi. Ou ça peut être, si vous êtes un jeune athlète, ça peut être le fait de, comme il disait Thibaut, montrer à la marque qui te plaît, avec lesquelles tu partages les mêmes valeurs, que tu utilises vraiment le produit de la marque. Et peut-être les taguer en story ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais c'est un peu un appel du pied, mais on va dire, c'est pas non plus les contacter et leur dire, voilà, j'aimerais bien être sponsorisé, qu'est-ce que vous me proposez? Parce que aussi, il y a des formes, Thibaut en parlera après, mais il y a des formes à comment contacter les marques. Et maintenant aussi, il a dit aussi, les jeunes athlètes, ils ont de plus en plus tôt des agents, parce que les agents, ils ont flairé qu'il y avait de l'argent à se faire là, dans ce milieu. Donc voilà, il faut être prudent, mais ça dépend du point de vue athlète et marque. Après, je sais que par exemple GoWood, pour un peu contraster ce que disait Thibaut et mettre un peu, on va dire, des images dessus, GoWood, ils prennent vraiment soin des athlètes et ils veulent vraiment le bonheur de l'athlète au sens large du terme, sportivement parlant et dans la vie. Et c'est ça qui fait la grosse différence, mais c'est pas le cas de toutes les marques. Donc, il faut également faire attention à ça, être un peu averti et on va dire, des fois un peu lire, on va dire, au travers les lignes. Je crois que Thibaut, tu voulais réagir. Non, mais en fait, ce que tu as dit là par rapport aux jeunes athlètes, parce que ça répond à la question de Julian, comment on fait quand on est un jeune athlète, qu'on n'est pas encore connu, pour aller titiller un peu ces marques-là et se montrer? Eh bien, c'est comme ça. C'est en utilisant le produit pour de vrai. Vous faites quelques stories et vous les taguez de temps en temps. Vous pouvez interagir avec la marque via des stories. Par exemple, si quelqu'un sort un nouveau produit en disant je l'ai essayé et c'est vraiment top, vous n'avez pas besoin de dire j'adore, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien tous les jours, mais simplement juste essayer de dire quelque chose qui, si vous le pensez et qui est authentique, dites-le. La marque va apprécier. Potentiellement, même, dites quelque chose qui est négatif si vous pensez que c'est négatif, en disant j'ai un feedback, j'ai un retour. Ça serait peut-être sympa si vous développiez ça, si vous faisiez une chaussure plus comme ça, parce que la marque, elle va se dire d'accord, il est vraiment hyper impliqué avec nous. Donc ça, c'est une solution quand on est jeune athlète. Je pense que c'est la meilleure, même si la meilleure des solutions, ça reste de performer. Plus vous performez et plus les marques vont venir vers vous. J'aurais pas dit mieux. C'est la performance, c'est là que on va dire l'intérêt de n'importe quelle marque pour un athlète. La performance est souvent aussi alliée à un état d'esprit, à ce que tu véhicules. Parce que voilà, il y a plein d'athlètes. Au bout d'un moment, tu auras plein d'athlètes performants. Mais ces athlètes performants, comment se différencier? C'est par un état d'esprit, par ce que tu véhicules. Ça veut pas dire partir dans des délires. Des fois, c'est un peu le concours de celui qui est le plus extravagant possible pour se démarquer. Non, restez vous-même. Cultivez vos différences, mais restez vous-même. Et je voulais préciser un peu ce que disait Thibaut. Quand vous êtes un athlète et que vous cherchez des sponsors, déjà soyez patient, ne vous jetez pas sur le premier sponsor qui vous contacte, prenez des sponsors avec lesquels vous croyez vraiment que vous utilisez, c'est ultra important, ça fait dans plein de podcasts qu'on le répète, et surtout si vous faites des appels du pied, ne le faites pas à 25 000 sponsors, parce qu'au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du consommateur et des personnes qui vous suivent. Si ces gens voient que vous partagez toutes les semaines sur des produits différents et concurrentiels, ils vont se dire il se fout de ma gueule. C'est comme ça, après vous devenez un influenceur et vous êtes plus un athlète. Et les influenceurs,
je dis ça dans le sens un peu péjoratif, je suis désolé, même s'il y en a qui communiquent de manière sincère, mais si vous communiquez sur 800 000 choses différentes tout le temps, vous perdez de l'intérêt pour les gens qui vous suivent, mais également pour les marques. Parce que les marques, elles se disent, OK, moi, si je sponsorise cet athlète, ça va être dilué dans tout ce qu'il fait, là. Je vais jamais avoir... Et en plus de ça, la communication, elle sera pas sincère. Donc, choisissez bien les marques qui vous représentent, avec lesquelles vous pensez pouvoir un jour collaborer. Soyez patient, ne vous jetez pas sur le premier. Et surtout, communiquez de manière sincère. Quand vous communiquez quelque chose, si vous êtes un jeune athlète et que vous entendez ça, quand vous communiquez sur Instagram, faites-le de manière sincère et faites-le pas simplement parce que vous avez reçu des produits gratuits ou parce que vous avez reçu un contrat 200-300 euros le mois, même si c'est une grosse somme. Soyez patient et ayez confiance en vous et attendez peut-être les grosses opportunités qui vont arriver par la suite. En effet, je suis d'accord aussi avec ça. Je finis de répondre à la question sur les marques qui sont encore donc naissantes au tout début et comment vous faites pour approcher des athlètes. La première solution, c'est d'aller voir l'athlète directement et ou son agent et de lui expliquer pourquoi vous avez créé ce produit-là, pourquoi vous avez créé cette marque, qu'est-ce qui vous tient à cœur, comment vous pouvez le soutenir. Et après, est-ce que ça lui plaît? Si ça lui plaît, il y a une grande chance qu'il vienne travailler avec vous. Mais bien évidemment, si vous êtes si la première personne que vous allez contacter, c'est le champion du monde des Games, ça risque d'être un peu compliqué. Il faut d'abord faire ses armes avec des athlètes de plus bas niveau et puis monter progressivement. Et au fur et à mesure, vous allez créer un espèce de passer avec des athlètes et vous pouvez vous permettre d'aller voir d'autres agents et d'autres agents et d'autres agents avec d'autres athlètes. Donc, nous, notre premier athlète, il est sur le podcast, c'était Will. Et Will nous a permis d'avoir de la reconnaissance, qui nous a permis après d'aller voir Scott Panchik, qui nous a permis d'avoir Josh Bridges, qui nous a permis de parler à Catherine Davis-Dottir, qui nous a permis d'avoir Matt Fraser. Voilà. Mais ça s'est pas fait en un jour. Et il a fallu que je contacte personnellement. J'ai harcelé les agents de Fraser et de Catherine parce que c'était la même personne. Je les ai harcelés, je leur ai envoyé des emails, ils me répondaient pas jamais. Et il faut pousser, il faut trouver un moyen, il faut créer son propre réseau, il faut aller parler aux gens, il faut se montrer et il y a qu'une solution. Et parfois on voit des gens qui dirigent des marques qui sont hyper timides et qui osent pas aller parler aux agents, qui osent pas aller se montrer aux endroits où il faut se montrer. Au French Showdown, c'est un bon exemple. Par exemple, si vous allez là-bas, il y a beaucoup de réseaux à se faire sur place, mais il faut aller discuter avec les gens. Et au fur et à mesure, vous allez créer des relations qui vont vous amener à d'autres relations avec les agents et ou les athlètes. Moi, je voudrais juste mettre une petite anecdote sur ce que raconte Tib parce que ça va intéresser les gens. Je sais que en commentaire, souvent vous êtes férus de petites anecdotes. Quand la première fois que Catherine est venue à Paris pour un shooting, je me rappelle, et du coup c'était le premier gros shooting. On avait déjà fait des shootings avec GoWood, mais moi j'étais pas un athlète du calibre de Catherine à l'époque. Elle venait de gagner 2 fois les Games et tout. Et du coup, là, il y avait toute la team GoWood. Ils étaient stressés. Ça se passait à la salle de sport à Paris, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je me rappelle que Tib, il avait déjà un coup d'avance. C'est-à-dire qu'il y avait Catherine qui était là, premier shooting. Bon, en plus, c'était un peu tendu parce que elle était pas sûre du sponsor vestimentaire qu'elle avait sur le shooting, donc il y avait un peu des histoires là-dessus. Et Tib, il me disait déjà, OK, là, je sais qu'il y a l'agent de Fraser, qui est aussi l'agent de Catherine, qui est présent. Je travaille déjà sur comment faire signer Fraser. Je sais que là, je vais mettre un pied dedans et je travaille. Et il était déjà complètement dans le futur et ça s'est passé des mois après. Mais déjà à l'époque, il était là. OK, il y a Catherine, c'est une bonne opportunité de shooting. On est à fond avec Catherine. Mais là, je pense déjà au next move, au prochain mouvement. Et du coup, il travaillait déjà à fond et ça lui a pris des mois. Et un jour, il m'a appelé en me disant, c'est bon, on va signer avec Fraser. Et là, c'était la petite pichenette en haut de la falaise et ça a descendu, ça a pris de la vitesse très très fort après. Ah, de toute façon, t'es obligé et la façon dont on a commencé à bosser avec Fraser, c'est parce que c'était son premier argument, c'est le produit qu'on a fait, GoWood, il l'utilisait tous les jours. Donc ça, c'est la première chose pour lui, c'est je signe uniquement si je crois en ce que vous faites. Et 2, c'est que donc Samy, qui est sa fiancée, mais qui était aussi son agent et qui représentait aussi Catherine, elle est rentrée de la visite avec nous en disant j'ai rencontré les 3 gars de chez GoWood. Ils sont super sympas, ils ont pris soin de Catherine à fond. Tu sens qu'ils font les choses pour les bonnes raisons. Et donc ça, c'était quelque chose qui tenait à cœur à Fraser de travailler avec les bonnes personnes. Donc c'est sûr que si vous parlez à Catherine comme si c'était n'importe qui, si vous faites pas en sorte qu'elle se sente bien, si vous faites pas en sorte que Samy passe un bon moment
pendant son expérience, c'était à Paris, et ben, elle va rentrer en disant, c'était un peu des cons, hein. Et ça risque de pas marcher derrière. Et le CrossFit est un tout petit milieu où tout le monde se connaît. Et si vous faites une bêtise, tout le monde est au courant le lendemain. Et tout à l'heure, on parlait des jeunes athlètes et comment ils devaient se comporter pour avoir des sponsors. Eh ben, je vais parler un peu de façon crue là-dessus, mais ne soyez pas un con sur le floor. C'est-à-dire que ce que les marques aiment, c'est ce que vous représentez en totalité. Votre performance, qui vous êtes, mais qui vous êtes, ça comprend comment vous vous comportez avec les gens. Si on voit qu'à chaque event, vous insultez un juge, si on voit que vous parlez mal à tout le monde, si on voit que vous adressez la parole à aucun de vos compétiteurs, que vous n'êtes pas du tout fair play, les marques, elles vont partir le plus loin possible de vous, parce que ce que vous représentez, donc l'image de la marque, ça va être vous. Et donc, ça veut dire que la marque va devoir être associée à quelqu'un qui n'est pas sympa, qui parle mal aux juges, qui respecte personne. Si par contre, vous avez toujours un mot gentil pour les juges, vous souriez tout le temps, vous êtes toujours disponible pour tout le monde, croyez-moi, à une performance moindre, les marques, elles vont venir avec vous. Ça, c'est sûr. Et ne confondez pas ce que dit Thibaut, par exemple sur le floor et tout. Moi, je le vois parce que il y a pas mal de jeunes athlètes qui confondent ça parce que on n'a pas la même culture qu'aux États-Unis. Donc, par exemple, aux États-Unis, l'ultra confiance en soi, c'est bien perçu. Nous, en France, ok, vous pouvez avoir confiance en vous, mais ne confondez pas ça avec de l'arrogance. C'est mal vu, comme il dit. Le CrossFit, c'est un petit milieu, donc des fois, trop de confiance en soi, ça peut également être perçu comme de l'arrogance. Restez vous-même. Ça sert à rien de se monter des histoires. Je sais qu'il y en a pas mal des fois. Pour se donner un peu de la valeur, parce qu'ils voient que tout le monde, les athlètes, souvent, ils ont chacun sa propre histoire. Voilà, si vous n'avez pas eu un événement dans votre vie, ça sert à rien d'en inventer un pour vous créer une histoire au-dessus du fait que vous êtes mis au CrossFit ou que vous faites du CrossFit, que vous performez. Restez vous-même. Vous êtes des athlètes. Tout le monde est un athlète précieux. Gardez votre histoire, cultivez vos différences et ça fera la différence. Ça sert à rien de s'inventer des choses et de toute façon, vos performances, elles feront le reste, honnêtement. Et d'ailleurs, sur ce sujet, ils ont interrogé les plus grosses marques qui sponsorisent dans le milieu sportif, donc de l'industriel au petit acteur. Et ils ont trouvé 3 gros critères en fait qui vraiment permet aux athlètes de se différencier. Ils sont jugés sur trois gros éléments. L'expertise. Donc quand on dit expertise, c'est voilà, est-ce que dans ce que tu fais, tu dis pas des conneries et est-ce que vraiment tu représentes ta discipline, etc. La crédibilité. Donc ça rejoint un peu ce que vous étiez en train de dire sur le comportement sur le floor, en dehors du floor, etc. Mais aussi sur la performance, parce que forcément plus tu gagnes, plus tu es crédible, quoi qu'il arrive. Et enfin l'attractivité. Et l'attractivité peut prendre plusieurs formes. Forcément, ça va être le fit avec la marque. Donc, par exemple, si je vends des produits de beauté, je vais pas forcément aller démarcher le même athlète que si je suis le CEO de GoWOD, par exemple. Donc, ces 3 facteurs-là sont vraiment pris en compte pour toutes les décisions des marques. Et la deuxième chose, c'est aussi de rebondir sur ce que tu disais, Thibaut, sur le fait d'être présent dans les événements. Si vous êtes une marque ou un athlète, si vous voulez progresser dans le milieu du CrossFit, il y a quelque chose qui est très important dans tous les milieux sportifs, bien sûr, mais dans l'industrie du CrossFit encore plus particulièrement, c'est la notion de show up. Et show up, ça veut dire se montrer et être présent. 1, pour soutenir l'événement. 2, pour soutenir la communauté. 3, pour soutenir les athlètes ou les amis qui vont faire la compétition ou être présents ou les marques que vous connaissez. Mais surtout pour soutenir l'écosystème du CrossFit. Et ça, c'est super important parce que ça montre que vous êtes impliqué. Et il faut pas se mentir, les gens qui sont là depuis le début, qui organisent par exemple les CrossFit Games, Rogue, tous ces acteurs-là sont là depuis 2006-2007. Et ils sont là, ils sont passionnés et ils se battent chaque jour pour que l'écosystème grandisse de manière la plus saine possible, forcément avec plein d'erreurs, mais que cet écosystème grandisse de la manière la plus saine. Et si vous voulez en faire partie, il y a qu'une chose à faire, c'est en faire partie. Et en faire partie, c'est déjà être spectateur, se montrer et aller parler aux gens, comme Thibaut a dit. Moi, personnellement, j'ai eu la chance et l'opportunité, grâce à Daniel, de pouvoir aller aux Games depuis 2013. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui, CrossFit France, par exemple, était le premier pays à avoir droit à un directeur international à l'étranger en 2017. C'est parce que Daniel, à l'époque, s'est montré chaque année pour pouvoir avoir cette opportunité de dialogue et mettre en avant la communauté française. C'est pas un hasard si le French a été un sanctional. C'est pas un hasard. Et toutes ces choses-là, si vraiment vous voulez percer, que vous voulez travailler dans le CrossFit ou dans un autre, je parle du CrossFit, mais ça peut être n'importe quel événement sportif ou discipline,
allez vous montrer et allez parler aux gens et répétez le fait de montrer votre tête. Plus on voit votre tête, plus vous allez devenir un acteur normal du paysage, et plus vous êtes un acteur normal, plus c'est normal de vous inclure. Et bien entendu, il faut que le reste, crédibilité, expertise et attractivité, c'est aussi valable pas que pour les athlètes, mais pour les acteurs. Si vous êtes un agent mais que vous êtes un gros con, ça se saura. Si vous êtes une marque, mais vous vous comportez d'une drôle de façon, où vous êtes toujours à dire non, oui, mais, ben ça se saura aussi, on n'aura pas envie de bosser avec vous. Et voilà, ça se répercute. Et même sur la marque CrossFit, les gens qui travaillent pour CrossFit sont jugés de la même manière. Donc, soyez présents, impliquez-vous dans vos communautés et dans votre écosystème local, et faites partie de votre discipline. Et j'ai perdu ma prochaine question. Mais ma prochaine question concernait les agents. Parce que c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, on parlait pas du tout d'agents. Il n'y avait pas d'agents. Il y avait on voyait en 2013-2014 Sam Briggs qui venait de gagner les Games, qui commençait à avoir une équipe autour d'elle aux régionaux. On voyait Yami Tikkanen avec Annie, elle avait une équipe de coach autour d'elle et son mari qui était déjà présent. Mais il n'y avait pas encore cet écosystème d'agents qui s'est créé à partir de là, 2013, 2014, 2015, et qui forcément s'est professionnalisé avec Froning qui a explosé, et ensuite avec Matt Fraser. Aujourd'hui, c'est quand, et je pose la question à n'importe qui, mais comment est-ce que j'ai un agent, comment je choisis mon agent, et comment est-ce que c'est le bon moment d'avoir un agent, et qu'est-ce qu'un agent peut me rapporter concrètement? Thibaut, je suppose que tu veux commencer là-dessus. Allez, alors, est-ce qu'il faut avoir un agent absolument? J'en suis pas sûr. Ça dépend honnêtement du niveau dans lequel vous évoluez. Je prends l'exemple de Will, mais Will, il a pas d'agent. Donc, c'est comme quoi c'est possible de réussir dans ce milieu-là et de ne pas en avoir. Il y en a d'autres qui en ont. Pour la précision, j'ai testé un moment de ma carrière avec un agent, et au final, je me suis rendu compte que la chose la plus importante à avoir, c'était un représentant juridique pour vérifier vos contrats, et également des personnes autour de soi, parce que voilà, après, je pense que Thibaut va expliquer ce que je vais expliquer là, donc je te laisse continuer. Je sais pas si c'est ça, mais en gros, un agent, il est là pour vous aider à faire les bons choix dans votre carrière. C'est ça son but premier. Ça veut pas dire vous rapporter le plus d'argent possible, parce que c'est pas spécialement ça qui va vous faire les meilleurs choix. Mais par contre, il est censé vous accompagner et vous aider et construire un plan de carrière pour dire, voilà, les marques avec lesquelles tu vas travailler, j'ai un plan, ton année 1, 2, 3, on va essayer de travailler avec des marques de ce niveau-là. Puis ensuite, si tu veux vraiment avoir ces sponsors-là, voilà comment on va les approcher, voilà comment on va aller les voir, voilà comment on va faire en sorte que tu signes avec eux un jour. Mais ça doit vous conseiller tout du long. Et ça doit aussi prendre en compte le fait de dire, ça doit prendre en compte le fait que vous êtes un athlète. Ça veut dire que quand il signe des deals ou qu'il négocie des deals pour vous, ça veut dire, est-ce que mon athlète va avoir assez de temps? Est-ce que c'est pas trop pour lui? Est-ce que c'est vraiment une marque qu'il utilise? Voilà, c'est ça que l'agent doit se poser comme question. Et donc, c'est ensuite qu'un feeling que vous devez avoir avec une personne qui va vous représenter. Il y a énormément d'agents dans le milieu. Il y en a qui sont aux US, il y en a qui sont en Europe, il y en a en Australie. Vous pouvez choisir n'importe qui tant qu'il vous convient. Et il y en a certains qui ont différents aspects. Je vais pas citer de nom là parce que je ne peux pas. Mais il y a certains agents qui sont très bons pour développer votre business. Donc, ils vont vous aider. Ils ont déjà fait, eux, énormément de montées de société et conseiller des athlètes là-dessus. Ils vont vous aider à structurer votre business, à avoir une meilleure croissance, potentiellement à lever des fonds. Il y en a d'autres qui sont très bons en image de marque, qui vont vous créer une super image des marques autour de vous. Il y en a d'autres qui vont vous signer les plus gros deals à chaque fois parce qu'ils ont le plus gros réseau. Mais par contre, ils vont vous accompagner en rien et ils s'en foutent de savoir si le deal va être à la fin successful ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est que vous fassiez le plus d'argent également aussi parce que eux vont se faire le plus d'argent. Donc, il y a vraiment tout type d'agents. Il y a des hommes, il y a des femmes. Enfin, il y a vraiment tout. C'est à vous d'avoir une affinité et il faut faire confiance à cette personne-là. Et il faut bien regarder un peu les conditions. C'est-à-dire que pour moi, il y a des choses qui ne devraient pas arriver. Un agent, il doit prendre un pourcentage de vos contrats. Ça, c'est normal. Mais attention, c'est réglementé. Vous allez voir, c'est tout marqué bien sur Internet. Il y a une loi qui dit vous n'avez pas le droit d'avoir tant de plus de pourcents. Will nous donnera le chiffre pris sur tous vos contrats. Moi, je refuserais tout le temps, si j'étais athlète, de prendre un pourcentage sur les prize money, c'est-à-dire ce que vous gagnez en compétition, c'est vous
c'est vous qui vous cassez le cul sur le floor, c'est pas à l'agent d'aller récupérer les sous. Sur les contrats, c'est une autre chose. À la limite, si vous voulez donner des sous à quelqu'un sur vos performances, vous les donnez à votre coach parce que lui, il est avec vous tous les jours et lui, là, ça a plus de sens. Mais votre agent, il a pas à toucher d'argent. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, pour répondre à ta première question, pardon, juste, c'est est-ce que oui ou non, on a besoin d'un agent? C'est en fonction de chacun. Si vous vous sentez à l'aise dans les négociations, vous pouvez le faire vous. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça prend beaucoup de temps. On commence à cumuler certains sponsors, certaines demandes entre l'entraînement, les compétitions, les déplacements. L'agent, il va aussi vous aider à gérer votre emploi du temps et à dire non, je suis désolé, mais il va faire l'intermédiaire entre vous et la marque. Et c'est ça qui est parfois intéressant, c'est que plutôt que de vous mettre en porte-à-faux avec une négociation en direct avec la marque, le fait d'avoir un agent qui le fait pour vous, ça vous laisse une certaine distance avec la marque. Même s'ils se prennent la tête, vous êtes en dehors de ça. Et ça, c'est hyper important si vous voulez ne pas vous prendre la tête ou rentrer dans une discussion un peu difficile. Hein, ça reste un métier de négocier. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, il vaut mieux avoir un agent. Ouais, bah je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais, Thib. Et avant que Mims vous explique le cadre légal, parce que voilà, c'est ultra réglementé. Et pour parler franchement, dans le CrossFit, c'est un peu n'importe quoi au niveau des agents, parce que on ne dépend pas d'une fédération. Et souvent, les agents, ils ont des certifications avec des fédérations. Mims va vous en parler. Et donc, c'est un peu n'importe quoi. Mais rien que pour se faire représenter et être agent sportif, moi, je sais ce que c'est, parce que ce que je disais avant, c'est que c'était mon backup, faire agent sportif. Quand j'étais en master en M1 de droit, je me suis dit, si je loupe mes concours et pour rentrer en M2 ou concours, si je loupais celui de commissaire de police, je m'étais dit je tente le truc d'agent sportif, et je m'étais rendu compte qu'il y a plein de choses à faire, et donc c'est ultra réglementé. Quand je suis arrivé dans le CrossFit, je me suis direct rendu compte, ça s'améliore d'année en année, mais c'est un peu n'importe quoi au niveau des agents sportifs. Tout le monde peut faire n'importe quoi. Bref, moi, pour vous parler de ce que disait Thib, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de vérité, on a besoin d'un agent ou pas. Je vais plutôt vous raconter moi mon histoire perso, parce que c'est ce dont on va dire je peux être le plus crédible. C'est qu'au début, j'ai jamais eu d'agent. J'ai eu la chance d'avoir des relations saines avec les marques, d'avoir toujours attendu, d'être patient et d'avoir des sponsors à lesquels je croyais vraiment. Je crois toujours vraiment, et donc automatiquement, j'ai jamais eu besoin d'agent. Après, quand ça a commencé à très très bien fonctionner, là automatiquement, j'ai reçu plein de messages, et même toujours maintenant, je reçois des messages d'agents sportifs qui me proposent leur service. Ils vont toujours essayer de vous montrer que votre vie actuelle c'est de la merde et qu'ils peuvent vous faire avoir quelque chose d'encore mieux. C'est le but du jeu automatiquement. Mais voilà, j'ai jamais eu vraiment besoin d'agent, parce que j'ai fait aussi le choix d'avoir pas énormément de sponsors, et que moi au final mes sponsors, équipementier, matériel, mobilité, nutrition, ils étaient déjà verrouillés. J'avais déjà des contrats. Après et au final ces personnes c'était des gens, des amis, et donc les renégociations ça se passait plutôt bien. Au bout d'un moment, quand ça a bien fonctionné, je me suis rapproché de quelqu'un et je m'entendais très bien avec. Je lui faisais confiance, parce qu'il y a aussi cette notion de confiance qui rentre en jeu lorsque vous avez un agent. Vous pouvez pas prendre n'importe qui, parce que la confiance, en tout cas pour ma part, c'est ultra ultra important. J'ai besoin de savoir que la personne va parler en mon nom, va prendre peut-être des décisions en mon nom, va me représenter et va du coup de ce fait transmettre mon image aux marques. Et du coup moi j'ai toujours eu du mal. C'est pour ça qu'au bout d'un moment j'ai fait un test avec un agent avec qui je m'entendais bien, et qui je pense toujours partager pas mal de valeurs, et c'est vrai que de suite au niveau du pourcentage c'était un peu bizarre. Il savait pas que j'étais très très au courant de ce qui était légal ou pas en termes d'agent, donc moi direct pour les prize money je lui dis en fait non, t'as pas le droit, c'est pas, en fait il y a un flou juridique, mais normalement t'as pas le droit de prendre sur les prize money, en tout cas en France, et après au niveau des pourcentages pareil c'était un peu trop élevé, mais ça s'est pas bien passé. Je me suis rendu compte d'une chose, c'était que en fait, pour discuter avec les marques, et ce que les marques elles aimaient, c'était aussi parler avec l'athlète. C'est se rendre compte qu'il y a un lien direct, et que là, du coup, t'as cette relation de confiance qui s'installe entre athlète et marque. Et cette relation de confiance, elle va induire peut-être une relation sur la durée. Et donc, une relation sur la durée, c'est bénéfique pour vous, parce que vous êtes aux yeux des gens l'athlète qui est toujours sponsorisé par telle marque, etc., etc. Et la marque, elle croit en vous, elle vous suit dans votre carrière. Et ça, c'est pour ma part, je trouve ça ultra important. Et donc, après, au niveau des renégociations, je me suis dit en fait, ce que j'ai besoin, c'est simplement d'une personne qui va vérifier tout ça juridiquement, donc d'un avocat qui vérifie les contrats, qui va pouvoir permettre de vérifier si toutes les clauses sont légales, etc., etc. Et donc ça, c'est le plus important. Et pour être complètement transparent, moi, cette notion de confiance, elle a été renforcée par le fait, par exemple, mon dernier contrat avec No Bull, du coup, c'est Thibaut qui l'a géré.
parce qu'en fait, je me suis dit, bon, bah, Thibaut, c'est la personne la plus apte pour moi de gérer ça. J'ai confiance en lui. Il a pas joué vraiment le rôle d'agent parce que légalement parlant, il n'a pas le droit. Mais par contre, il a pu m'aider énormément dans les négociations, dans le fait de casser un peu cette barrière aussi, parce que des fois, c'est vrai que c'est plus facile de demander des choses quand c'est une tierce personne qui la demande, donc un agent. Et ça, pour moi, la notion de confiance, c'est le plus important. Après, si vous avez quelqu'un qui vérifie juridiquement vos contrats, c'est indispensable. Mais d'avoir quelqu'un qui vous entoure et peut-être des personnes en lesquelles vous avez confiance, c'est encore plus important qu'un agent. Et si vous arrivez à trouver ça dans un agent, bah c'est bingo. Mais dans un premier temps, je dirais, si vous êtes un jeune athlète, vous n'avez pas forcément besoin d'un agent. Vous avez juste besoin d'être transparent, d'être sincère et d'avoir une vraie relation avec votre sponsor. Et donc voilà. Après, moi, c'est mon histoire. Voilà, il y a plein de, elle a été particulière. Là, j'ai passé un peu tous les détails, mais il y a encore une fois, plein de façons différentes de faire. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance et surtout, voilà, prenez toujours des pincettes, relativisez et vous verrez que ça va bien se passer. Et là, je crois que Mine se prend les gros yeux parce qu'elle va enchaîner sur le cadre légal et là, ça va mal se passer, ça va chier des bulles comme on dit. Elle est partie. Non, j'ai juste des gros yeux. Alors, du coup, alors moi j'ai des choses basiques. Je pense que Will, toi, tu pourras vraiment plus étayer ça, mais en gros, déjà en ce qui concerne le cadre légal en France, c'est vraiment différent que les autres pays. Déjà, c'est quelque chose qui est légiféré par le code du sport. Et de manière globale, les contrats, ils doivent pas excéder plus de 2 ans. Après, ils doivent être renouvelables aussi, donc c'est une possibilité. Mais si vous êtes pendant 5 ans avec une marque, sachez que c'est pas légal déjà. La personne qui vous représente, elle doit avoir un casier judiciaire vierge. Et en vrai, même si aujourd'hui il y a un certain flou, puisque normalement le manager devrait répondre à une fédération, et que par exemple si vous faites partie du CrossFit, c'est un peu particulier. Mais dans ce cas, moi, je me renseignerai quand même sur le background de la personne qui vous représente, parce que si cette personne elle a un casier judiciaire qui est pas forcément clean, il faut faire attention à l'association et voir un petit peu le fond de la personne. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut juste, par contre, je peux juste, Ouais, faut juste que si tu as une personne qui te représente légalement pour discuter d'un contrat qui te concerne, il faut que cette personne ait une qualification pour des mandats sportifs. Et ça, c'est quelque chose de légal. Par exemple, moi, mon avocate qui traitait mes contrats, là, elle a passé récemment, du coup, elle a dû repasser quelque chose, un diplôme, une formation, et qui est accessible, si je dis pas de bêtises, c'est à Bac+3. Faut une licence, pas forcément juridique, faut une licence. Et si je dis peut-être une bêtise, donc si Justine voit ça, tu me corrigeras. Bref, me dispute pas. Et donc elle a dû repasser ça pour pouvoir être représentant et du coup avoir des mandats sportifs auprès d'athlètes ou pas forcément d'athlètes, ça peut être des artistes. Bref, il y a tout un tas de choses. Et ça, c'est ultra réglementé. Donc quelqu'un qui n'a pas ces qualifications, légalement parlant, elle n'a pas on va dire la faculté juridique de prendre des contrats en votre nom et de discuter même de contrats qui vous représenteraient. Et ces contrats, si vous les signez et que cette personne les signe pour vous et que cette personne n'avait pas les qualifications juridiques pour le faire, sachez qu'un jour, s'il y a un différend avec la marque, elle peut dire, déjà de base, le contrat, il n'était pas légal. Donc après, le contrat peut être caduc, etc., etc. Bref, ça peut entraîner tout un tas de choses. Donc faites attention parce que tout cadrer juridiquement au début, c'est du temps perdu. C'est pas du temps perdu parce que c'est du temps que vous prenez pour éviter peut-être d'en perdre et d'avoir peut-être des petits aléas négatifs sur le futur. Et puis, il faut savoir aussi que c'est peut-être des basiques, mais il faut que ce soit un contrat écrit avec cette personne. Il faut garder des traces quoi qu'il arrive. C'est pas qu'un contrat tacite, d'être manager d'une personne. Et donc, il faut que cette personne, elle s'engage juridiquement, qu'elle ait justement les qualifications pour, qu'elle réponde justement à toutes ces normes pour pouvoir représenter une personne. Il faut définir aussi les pourcentages de commission de cette personne. En général, ça va de 4% à 10%, mais il y a des secteurs sur lesquels, en fait, c'est moindre. Ça peut aussi aller de 2 à 5%. Donc, vraiment, en général, en France, ça varie dans ces eaux-là. Et c'est sur un salaire brut. Maintenant, il faut vraiment définir du coup ce que représente le salaire de l'athlète et comment définir, par exemple, avec les prize money, etc. C'est un truc encore plus particulier. Mais voilà. C'est pour ça que je disais qu'il y avait un flou au niveau des prize money parce que c'est pas écrit. Et en fait, vu qu'il n'y a jamais eu de décision, du moment qu'il n'y a pas de litige, il n'y a pas de décision, et du moment qu'il n'y a pas de contestation de décision, il n'y a pas de jurisprudence qui est créée. Donc ça marche comme ça en droit. Donc automatiquement c'est compliqué. Après peut-être qu'un jour ils vont légiférer. Ils ont légiféré pas mal ces derniers temps sur tout ce qui est influenceur, aussi bien les sportifs, athlètes, etc. Mais on en parlera peut-être après. Mais voilà.
pour juste dire pour rebondir sur ce que disait Mims, 20%, c'est illégal. Vous avez un agent vous approche pour prendre 20%, c'est illégal. Moi, je sais parce que je l'ai eu. Donc, on m'a approché plusieurs fois et c'était 20% et c'est complètement illégal. Donc, vous faites pas avoir. Et pour être, voilà, quand un agent vous approche, parce que du coup, c'est ce que je voulais rajouter, mais j'ai oublié en m'emballant tout à l'heure. Après, on s'emballe sur des tirades infernales. Quand un agent vous approche en tant qu'athlète, après, ils ont tous des façons différentes de fonctionner, mais souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tous vos sponsors et tous vos contrats actuels et en fait, ils vous mettent ça dans un tableau. Ils vous disent, OK, tu gagnes tant avec ce secteur et tout. Et en fait, ils vont analyser les secteurs dans lesquels vous avez des contrats et combien vous gagnez. Il va vous dire, moi, je pense que dans ce secteur, tu gagnes pas assez. Tu peux augmenter cette valeur pécuniaire significativement avec peut-être des renégociations ou peut-être d'autres marques. Et ça, on va dire, c'est pas, ça dépend si votre marque, vous croyez vraiment en elle, mais c'est peut-être mieux de renégocier que d'aller voir ailleurs. Et également, il va vous dire, bon, bah là, je vois que tu n'as pas de contrat avec, je sais pas, une marque dans tel domaine. Et là, il va vous dire, ouais, là, tu peux augmenter, tu pourrais peut-être passer à l'année à tant de revenus. Et donc, il y a tout, c'est ça que l'agent va vous faciliter la vie, c'est dans le fait de, comme il disait Thibaut, il va analyser. Il y en a qui ont des facultés analytiques incroyables et qui vont vous aider vraiment. Mais encore une fois, il y a des compétents, il y a des incompétents. Il y a beaucoup de très compétents, notamment à ceux avec lesquels Thibaut travaille. Honnêtement, moi, quand il m'en parle, c'est des mecs... Voilà, ils sont ultra compétents, mais il y a également beaucoup d'incompétents et de vendeurs de rêves. Ne vous faites pas avoir et c'est ultra réglementé. Faites attention. Surtout que là, comme on l'a dit, ils ont sorti des lois sur les influenceurs sportifs, etc. Et c'est que le début et ça va arriver encore. Et là, le CrossFit, pour le moment, on est un peu épargné. On n'a pas de fédération au niveau des agents, mais un jour, quand ça va arriver ou qu'il y aura des litiges entre athlètes et marques, c'est là que du coup, il va y avoir des petits problèmes quand on va se rendre compte que les personnes qui ont traité les contrats, ils n'avaient pas de qualification juridique. Le conseil, ce serait de se rapprocher d'un juriste. Si à un moment donné, vous voulez établir une relation avec une personne, vous allez voir une personne compétente, un juriste, qui va vous aiguiller et qui va vous permettre de savoir si la personne a déjà un contrat dans les normes. Elle peut aussi vérifier peut-être tout ce qui est les aléas juridiques de la personne. Et après, de se dire, est-ce que je dois toucher des coms sur mes contrats passés, les contrats qui vont arriver, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il faut pas gérer soi-même et il faut vraiment demander l'avis des personnes compétentes. Et petite précision, juste parce que Mims, elle le dit, et ça, je viens d'y repenser d'un coup. Faites gaffe, moi, il y avait des agents qui m'avaient dit, par exemple, j'avais mes contrats, à l'époque, j'avais mon contrat Nike, et du coup, j'avais signé, je vais être transparent, j'avais signé 2+1, et du coup, la dernière année, automatiquement en réengagé s'il y avait rien qui était fait. Et c'est pour ça que c'est toujours 2+1 généralement, parce qu'au-delà de 2 ans, en France, c'est compliqué. Et Nike, honnêtement, c'était Nike et GoOut, c'était les contrats, et même là maintenant, du coup, Nobull, les plus carrés. Juridiquement parlant, c'était au top, tu vois, et tu pouvais rien faire. Il y a des armées de juristes. Et il y avait un agent qui m'avait dit, bon, là, en fait, vu que ta rémunération sur un contrat que j'avais passé avant d'être avec l'agent, elle était mensuelle, il m'avait dit, là, du coup, moi, c'était pas mensuel, c'était trimestriel. Et il m'avait dit, moi, à partir de là, je prends un pourcentage même sur tes prochaines rémunérations. Et je lui avais dit, non, c'est pas possible. Moi, le contrat, je l'ai passé, t'étais pas mon agent. Et du coup, il m'a dit, ouais, mais c'est comme ça que ça fonctionne et machin, si, machin, ça. Et je lui ai dit, non, en fait, t'as pas le droit. Et donc, c'est juste pour vous dire, faites attention. Ne prenez pas pour acquis, le discours d'une personne. Renseignez-vous, soyez curieux, informez-vous. Même ce qu'on vous dit, si ça se trouve, on est vachement vague. On me dit peut-être un peu des bêtises, donc ça a peut-être encore évolué. Renseignez-vous, comme a dit Mims. Il y a rien de mieux pour connaître un cadre juridique que des personnes pour lesquelles c'est le métier, donc des avocats ou des juristes. Et donc voilà, c'est pas de l'argent perdu. Peut-être payer un avocat, ça va vous coûter un petit peu, mais c'est pas de l'argent perdu. Croyez-moi, parce que ça vous évitera des déboires. Et je veux juste rajouter un truc, vérifier le cadre légal de la marque CrossFit aussi, parce qu'on peut pas utiliser la marque comme on veut. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut vérifier. Voilà. Et même l'utilisation de votre image. Si la marque avec laquelle vous êtes en contrat utilise votre image pour CrossFit, ça peut vous causer des problèmes. Donc faites attention, comme l'a dit Mims, c'est ultra réglementé tout ça. Désolé, Jules. Non, t'inquiète. Et je revenais juste sur le fait que ça coûte de l'argent d'aller voir un avocat et un juriste. On a la chance en France d'avoir ce qu'on appelle des unions ou des associations qui regroupent des écosystèmes. Donc, par exemple, pour les salles de sport ou tout ce qui est loisirs marchands, on appelle ça. On a un consortium qui s'appelle l'Union Sport Cycle. Il y en a plusieurs. Hein. Et ce qui est bien, c'est que vous adhérez à ces consortiums ou ces unions. Ça coûte en général 100 ou 200 € par an. C'est pas un truc de fou. C'est un peu comme une fédération, si vous voulez. Et en fait, cette union va vous représenter
représentée dans sa globalité. Donc, elle peut négocier auprès du gouvernement des avantages pour les athlètes, des nouvelles législations, des réglementations, etc. Mais l'autre avantage, c'est souvent qu'elle vous donne accès à des juristes ou des avocats qui sont inclus dans le fait d'être membre à ces syndicats. Merci, Mims. Et du coup, vous pouvez profiter de l'accès à ces juristes à un frais qui est beaucoup plus faible que si vous devez payer des missions. Chaque mission chez un juriste, c'est forcément entre 500 et 1500 euros. Il facture à l'heure. Donc ça vous coûte forcément très cher. Donc renseignez-vous. Si vous êtes un athlète qui commence à avoir des propositions de sponsoring, vous voulez vous éduquer là-dessus, alors déjà il y a plein de ressources sur Internet, mais deuxièmement, allez voir les syndicats, faites le tour. Il y a peut-être moyen d'accéder à des juristes ou des avocats à un coût qui est bien moindre. Et d'ailleurs, pour recentrer un petit peu le débat, parce que c'est super intéressant sur le cadre juridique, mais comment est-ce qu'on définit vraiment le prix d'un athlète ? On a parlé de cette fameuse expertise, crédibilité, attractivité. Mais voilà, comment est-ce que je suis 10e aux demi-finales, c'est quoi ma valeur, quoi ? Combien je coûte ? Tib, t'as une idée là-dessus ? Je crois combien, moi. Tu es priceless, Julien. On peut pas mettre de prix sur toi. Enfin, si, on peut. Tout le monde a un prix. Donc, ce qui définit le prix d'un athlète, il y a énormément de choses. Il n'y a pas une règle. Il y a en premier la performance de l'athlète, c'est-à-dire quel est son niveau. Est-ce que c'est un athlète qui a un niveau national, européen, international? Au niveau international, combien il se classe? Combien de fois cette personne-là a fait les games? Combien de fois cette personne-là a fait les demi-finales? Est-ce qu'il a déjà fait un top 10 aux games? Il y a énormément de choses, mais la performance, c'est le premier truc que tout le monde regarde, bien évidemment. Le deuxième, c'est la communauté qui va se trouver autour de l'athlète. Donc là, c'est ses followers, mais également l'engagement qu'il a. Parce que c'est bien beau d'avoir 1,3 million followers. Vous avez 5 likes à chaque fois que vous postez quelque chose, déjà, il y a de fortes chances que vous ayez acheté vos followers. Mais Coucou les followers achetés. Voilà. Donc déjà, mais surtout, ça veut dire que tout le monde s'en fiche de ce que vous faites. Donc, on regarde pas uniquement le nombre de followers, ça c'est une métrique, mais on regarde combien vous avez d'engagement. Et par exemple, l'engagement de Will, il est dingue en France. Donc, il a beau avoir beaucoup de followers, et les gens en plus sont super engagés sur ce qu'il fait. Donc les followers réels, je parle. Ensuite, on va regarder si ce que vous postez, c'est du contenu de qualité. C'est authentique et c'est de qualité. Donc ça veut dire que vous prenez des belles photos et en plus de ça, c'est des photos de choses que vous faites vraiment. Et pas juste un décor que vous faites autour de vous, c'est ce que vous faites vraiment. Ça veut aussi dire qu'il faut écrire les textes vous-même. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment, pour être authentique, il faut être vous-même. Vous devez écrire vos textes, vos posts, vos stories. C'est comme ça qu'on peut s'identifier à vous et essayer d'être ami avec vous. Tout ce que les gens font sur Instagram quand ils vous suivent, c'est de se dire j'aimerais être son ami. Et donc si vous êtes vraiment authentique, les gens vont penser ça. Votre attitude sur le floor, comme je l'ai dit, c'est hyper important. Si quand vous écrivez sur vos posts, vous faites 17 fautes d'orthographe, c'est pas ouf. Votre potentiel athlétique, c'est-à-dire si vous avez 19 ans mais qu'on voit que votre potentiel athlétique il est dingue et que vous pouvez aller peut-être à très 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 haut niveau, eh bien ça on va le regarder en se disant peut-être qu'il faut le soutenir maintenant pour l'amener là où il peut aller. Si on voit que par contre votre potentiel athlétique est plus faible, eh ben on va peut-être pas vous donner le même argent. L'âge que vous avez, si vous avez 18 ans ou si vous avez 34 ans et que vous êtes en fin de carrière, ou si vous êtes en master, la visibilité sur les compétitions sera complètement différente. On va pas vous donner la même chose. Et puis ensuite, il y a d'autres choses. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube ou non ? Est-ce que vous avez des bonnes relations avec vos sponsors actuels ? Et quelque chose qui est hyper important, c'est combien de sponsors vous avez actuellement. Et ça, on le répétera jamais assez. Et je pense que c'est l'erreur que tout le monde fait quand il débute. Tout le monde se jette sur tous les sponsors. Donc, on a des personnes qui ont, vous allez dans leur bio Insta, vous avez 17 marques. Chaque jour, quand vous les suivez, vous passez les stories et à chaque story, c'est une marque différente. Un coup, c'est une marque de fringues, un coup, c'est une autre marque de fringues, un coup, c'est une marque de chaussures, un coup, c'est une marque de trucs pour les yeux, un coup, après, c'est des lunettes, ensuite, c'est un sponsor de Moby, ensuite, c'est machin. Ça, les sponsors, les grandes marques, elles détestent. Les petites marques. T'as oublié la gourde. La gourde. En ce moment, il y a la gourde. Mais en fait, il faut comprendre une chose. Plus vous vous diluez, moins la marque, elle va vous donner d'argent. Après, ça peut être un choix. Vous préférez avoir 10 contrats à 100 euros ou un contrat à 1000 euros. C'est comme vous voulez. Sachez que si vous avez 10 contrats, il faut poster toute la journée pour toutes les marques. Si vous n'en avez qu'un, vous postez de temps en temps et ça suffit. Mais les grandes marques, donc je parle de ceux qui
qui sponsorisent les games et tout ça. Ils prennent que des athlètes et vous pouvez aller faire le tour de nos athlètes. Vous pouvez regarder Will, c'est le parfait exemple. Will, il a que très très peu de sponsors, hyper qualitatifs. C'est ce qui lui permet de négocier beaucoup plus cher parce que quand il va poster quelque chose, ça va être vu, ça va pas être noyé dans la masse. Et donc arrêtez d'accepter tous les sponsors, tous les cadeaux que tout le monde vous envoie. Dès que vous recevez 3 t-shirts, vous prenez une photo pour dire merci telle marque, parce qu'en fait on comprend plus qui vous êtes et que les grandes marques elles vont pas venir vers vous. Vous allez signer un cercle. Désolé Tim, je te coupe, mais quand tu disais ça, c'est parce que souvent je reçois la dernière fois je disais ça à un jeune, il me disait ouais mais je reçois des trucs gratuits et moi je me sens obligé de poster. Je dis oui bien sûr les marques elles veulent ça, mais non, envoie un message personnel à la marque ou peut-être à la personne qui t'a envoyé ça, dis-lui merci beaucoup, ça me fait plaisir ou quoi, mais ne postez pas dans votre story. Parce qu'en fait, vous perdez de la valeur. C'est votre story, ce que vous véhiculez, ce que vous transmettez aux gens, ça a une valeur, c'est vous-même, c'est la personne que vous êtes. Donc voilà, comme il disait Tib, c'est exactement ça. C'est pas parce qu'on vous envoie quelque chose de gratuitement que vous êtes obligatoirement obligé de partager en story. C'est ultra important. Désolé de t'avoir coupé, Tib, mais je voulais vraiment le préciser parce que souvent ils se sentent obligés les jeunes et je sais que c'est un jeu des marques des fois de pousser, pas de GoHood parce que GoHood ils veulent le bien de leurs athlètes et de tous les athlètes en général, mais des fois c'est assez implicite. On a l'impression de se sentir obligé quoi. Et mettez-vous à la place du consommateur, donc de la personne qui vous suit. Imaginez que vous allez voir quelqu'un, un professionnel, et vous lui demandez c'est quoi la meilleure voiture que je peux acheter. Lundi, il vous dit Peugeot, mardi, il vous dit Renault, le lendemain, il vous dit BMW, le lendemain, il vous dit Audi. Je vais vous dire, mais tu sais pas, en fait, tu me dis n'importe quoi. Tu peux pas te mettre d'accord et me dire laquelle est la meilleure. Moi, je t'ai posé une question. Non. Là, c'est la même chose. Vous allez tellement proposer de choses que du coup, personne ne voit rien. Et les marques en face, soit c'est des marques de bas niveau ou qui ont une politique d'envoyer au plus d'influenceurs possible. Et dans ces cas-là, vous allez être dedans. Mais croyez-moi, les grandes marques ne viendront jamais pour vous. Et c'est pas compliqué. Nous, maintenant, on a la chance de faire partie des grandes marques dans le milieu. Et quand on va voir un athlète qui nous intéresse, parfois, on a un discours qui est un peu radical, mais on va le voir et on dit à l'agent ou à cet athlète-là, enlève tous tes sponsors là et nous on te payera beaucoup plus. Il y a aucun problème pour ça. Mais par contre, clean tout ça parce que là c'est pas possible. Et en fait, en faisant ça, il gagne plus d'argent que ce qu'il avait avant en ayant plus de sponsors. Mais surtout, son image de marque elle monte. Ça y est, il passe dans la catégorie premium. Il y a une image particulièrement qui est parlante pour ceux qui suivent le golf. Si vous le faites pas, regardez ça. Au golf, ils ont énormément de sponsors. Les mecs, c'est des panneaux publicitaires. En gros, sur chaque manche, ils ont un logo. Sur la casquette, ils ont un logo. Et sur le sac de golf, ils ont plusieurs logos. Il y a une marque qui accepte pas ça, c'est Nike. Nike, quand ils vont voir un golfeur, ils lui disent, je t'explique, tu auras une virgule sur la casquette, une virgule ici, c'est tout. T'as le droit d'accepter aucun autre sponsor. Par contre, on va te payer le prix que de tous ces sponsors-là t'auraient donné. Nous, on va te donner cet argent-là. Mais en fait, c'est tellement fort parce que du coup, vous voyez que Nike. Et du coup, ces athlètes-là, les mecs comme Rory McIlroy ou Tiger Woods, ils ont que Nike. C'est juste trop fort. Et donc, réfléchissez comme ça, plutôt que d'accepter tous les sponsors du coin. Prenez-en moins, mais prenez des trucs hyper qualitatifs parce que si quelqu'un voit que vous signez avec GoHood ou vous signez avec Rogue, ce genre de marque-là, ou Nobull, croyez-moi, les autres marques, elles vont regarder pourquoi Nobull s'est intéressé à lui. Il y a une raison derrière ça. Pourquoi GoHood s'est intéressé à lui? Il y a sûrement une raison derrière ça. Donc, les grandes marques arrivent par derrière. Si par contre, on voit que vous signez avec Pim Pam Poum, qui sont des marques du coin, qui balancent ça à des influenceurs dans tous les sports du monde, etc. Alors là, vous allez passer, vous n'êtes plus un athlète, vous devenez un influenceur. Et c'est ça l'image que vous véhiculez. Et la dernière chose, ne pas confondre Tib dans ce que tu dis, parce que Tib, il parle bien, quand il dit signer, il parle de contrat, du coup, minimum 6 mois, 1 an, et pas des placements de produits. Attention, parce que là, du coup, souvent, évitez ça. Voilà, les placements de produits ou une marque, moi, je sais parce que j'en reçois plein. Mims aussi en reçoit pour la nutrition. Julian aussi parce que c'est un trailer pro. Et Thibaut dans le golf. Voilà. Mais en fait, vous recevez les marques, elles vous disent, ouais, moi, je veux 2 posts en feed. Feed, c'est du coup dans votre feed Instagram. Je connais pas le nom français. Bête. Et 6 posts en story. Voilà, fil d'actualité, pardon. So British. J'ai du mal à parler français après. Et automatiquement, les marques, elles vous disent, ouais, certaines marques vous contactent, vous disent, OK, là, je te paye tant et tu fais 2 publications dans ton fil d'actualité et tu fais 6 stories.
Mais et alors souvent les sommes, ça peut vous paraître, c'est sûr que c'est des grosses sommes, c'est compliqué, mais pour moi, vous n'êtes pas sponsorisé par cette marque si vous faites ça. C'est un placement de produit. Vous n'êtes pas athlète de cette marque. Elle vous a payé juste pour même pas une durée déterminée. C'est vraiment pour des actions. Donc sponsorisé. Si vous êtes sponsorisé par une marque, c'est que vous avez un contrat qui vous lie à cette marque sur une durée, je sais pas, ça peut être des mois, etc. Bref, des années. Mais c'est vraiment à ne pas confondre les deux. C'est super important. Et il parle que des sponsorisés. Accepter des contrats qui sont long terme et pas court terme. Accepter des contrats qui vont vraiment montrer quelque chose à votre communauté. Éviter les placements. Il faut savoir une chose, c'est que pour nous, les marques, le truc le plus rentable qui existe, c'est de payer un athlète sur un très court laps de temps. Parce qu'en fait, les gens vont voir la personne utiliser le produit, vont penser que ça y est, c'est son produit, il l'utilise tous les jours. Et ensuite, même si vous ne postez plus dessus, les gens vont toujours faire l'amalgame de ah oui, c'est vrai, il utilise ce produit, donc il doit toujours l'utiliser, c'est juste qu'il poste pas dessus. Donc ça, c'est pas vrai. Mais par contre, donc pour les marques, c'est rentable, mais pour vous, ça vous dilue total parce que vous prenez un petit chèque pendant 3 mois et ensuite vous avez rien sur le long terme. Et en plus de ça, je prends un exemple. Si jamais il y a une marque, si jamais vous postez une marque pendant 3 mois, la marque concurrente qui peut-être avait des vues sur vous, elle se dit ah bah c'est trop tard, du coup lui je le signerai jamais parce que il a montré qu'il utilisait ce produit-là. Maintenant ça n'a aucun sens pour moi d'aller le voir et lui dire est-ce que tu veux bien travailler avec nous. Donc en fait vous savez vous n'en êtes pas conscient parce qu'ils vous ont pas contacté, mais en fait en faisant ça vous vous êtes fermé toutes les portes de tous les concurrents. Donc vous acceptez quelque chose pour un petit chèque pendant 3 mois et derrière vous flinguez un sponsor qui potentiellement aurait pu être avec vous pendant 10 ans. Ça me rappelle un truc que je crois, Mime, c'est toi qui avais dit ça dans le tout premier podcast qu'on avait fait, ça m'avait marqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les marques, en fait, elles se trompent un petit peu. Au lieu de voir le sponsoring comme de la collaboration et du soutien d'athlètes, elles voient ça comme justement de l'influence. Et en gros, vraiment, et on en parlera juste après, elles pensent vraiment rentabilité. En gros, le mec va me faire un post, donc je vais vendre 800 € de je sais pas quoi. Et en fait, je sais pas si tu as d'autres marques là-dessus, mais c'est problématique parce qu'en gros l'athlète est juste un produit quoi. L'athlète c'est comme si je payais une pub Facebook ou une pub Google Ads. Dans ce cas-là, faites du Google Ads si vous voulez pas faire une vraie collaboration. En vrai, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais, Tib, c'est que en gros en marketing ça se définit. Ce que tu viens de dire, ça s'appelle un transfert de valeur. Et donc, si à un moment donné, vous avez une marque qui représente, je ne sais pas moi, Carrefour, et que vous êtes une marque qui représente le sport de haut niveau, il n'y a pas de compatibilité. Et du coup, ça veut dire qu'il va y avoir un transfert de la valeur Carrefour, je peux dire Auchan, etc., hein, peu importe, mais sur une marque de performance, et ça ne marche pas. Et donc, ça veut dire que si une déteint sur l'autre, il vaut mieux qu'une marque qui fait bien sa stratégie, elle se détache et du coup, elle ne puisse pas intégrer cet athlète. Parce que forcément, vous allez déteindre à chaque fois les marques les unes sur les autres. Et donc, c'est une stratégie à long terme. Et ça veut dire que pour vous, si vous êtes un athlète, il faut que vous puissiez être honnête avec vous. C'est un peu comme la nutrition, c'est assez marrant, je fais le parallèle, c'est qu'il faut définir votre sphère d'objectifs et vos valeurs. Et en gros, c'est vos objectifs, c'est quoi sur le mois là, ok, si vous voyez un mois, mais il faut aller plus loin, c'est à 1 an, 2 ans, 5 ans. Et plein de grands athlètes arrivent à le faire facilement, parce qu'ils ont des capacités physiques hors normes. Mais si vous travaillez dans un but et que vous dites, voilà, moi, vraiment, je suis un besogneux et je vais travailler pour un grand but et que ça va arriver dans 3-4 ans, il faut dire que ces 3-4 ans-là, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut croire en votre projet et aller dans le sens de votre projet et dire que c'est dans 4 ans que ça se réalise. Et dans ces 4 ans, il faut pas faire le bonimenteur, quoi. C'est je vais pas m'amuser à vendre des fourchettes, des trucs sur le marché, etc., à droite, à gauche, et faire de l'influence. Parce que dans ce cas-là, dans 4 ans, déjà, ça va nuire à votre but, puisque vous éparpillez, vous n'arrivez pas à accorder votre temps à votre objectif et votre but final. Et en plus, vous êtes en train de vous détacher des vraies opportunités qui pourraient vous soutenir sur le long terme. Donc, il faut vraiment avoir confiance en vous. Et ça, c'est important. Et j'ai parlé à quelqu'un qui, justement, a des objectifs, la dernière fois, un athlète, et qui est un peu perdu face à ça. Et moi, j'ai répondu, il faut que tu aies confiance. C'est quoi tes vrais objectifs? Tu veux aller où? Cette personne, elle me dit aux Games. Je dis, dans ce cas-là, tu te comportes comme une personne qui veut aller aux Games. Et ne te comporte pas comme une personne qui veut être dans l'influence.
parce que ça va te pourrir ton temps. Et puis en plus, toi, ben, ça va t'éloigner de ce but. Voilà. Et je suis entièrement d'accord avec toi, Mims. Et ce que dit Mims sur les projets, c'est qu'il faut que le sponsor, il faut qu'il adhère complètement à votre projet et qu'il y croit autant que vous. GoWood, c'est leur cas. Par exemple, GoWood, quand il s'intéresse à un athlète, Thibaut, comme il l'a dit tout à l'heure, il discute avec l'athlète, il s'intéresse à ce qu'il veut faire. Ils veulent l'amener à son objectif et ils veulent l'aider à l'amener à son objectif. Alors, il y aura pas toutes les marques qui seront comme GoWood. GoWood, c'est vraiment eux, limite sur c'est pas parce que Thibaut c'est mon ami, et Romain et Thomas, c'est parce que c'est vraiment eux qui ils vont être le plus intéressés par votre projet. C'est une démarque, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que ils vont retenir exactement ce que vous voulez faire, comment vous voulez y aller, par les étapes pour lesquelles vous voulez passer, et ils vont essayer de vous y aider. Et ça, il y a pas toutes les marques qui font ça, donc soyez prudents parce que voilà, faut vraiment, il y a un projet, faut voir le long terme et pas se laisser biaiser par plein de choses. Et ce que disait Mime on va dire dans ce qui se passe un peu à droite à gauche, faites aussi très attention avec tout ce qui est code promo, etc., etc. Parce que souvent les marques, elles vont vous dire, ok, tu touches tant en salaire fixe, c'est pas beaucoup, mais par contre on te met un code promo et sur le code promo, à chaque fois qu'il y a un achat qui est fait avec ton code, tu touches tant. Alors moi, pour la petite histoire, je vais encore une fois, après il y aura sûrement Mims et types qui vont vous parler du côté plus, on va dire extérieur à l'athlète, mais moi je vous donne mon point de vue personnel. Moi j'ai toujours refusé ces codes promo. J'ai jamais voulu. Quand je partage un code promo, c'est un code promo. Déjà, ça me saoule. Souvent, mais je me dis, ça aide les personnes peut-être qui veulent souscrire à ça. Donc, par exemple, j'ai des codes promo pour certaines de mes marques. Je les partage. C'est pour aider les personnes qui me suivent, peut-être à tester le produit avec un prix réduit. Mais je ne touche rien sur les codes promo que je partage. Et c'est un choix parce que je considère que je préfère me dire, ok, moi, je vais discuter avec la marque. Si elle croit vraiment mon projet, elle va me donner une rémunération qui est à la hauteur de ma valeur et de mes objectifs et de ce que je peux accomplir et ce que je peux apporter. Mais je ne veux pas que ça dépende de ma faculté à vendre à promouvoir un code ou à vous vendre à droite à gauche. Là, c'est ce qui pollue un peu partout les influenceurs et tout. Ils vous partagent les codes promo. Ils vous font croire que du coup c'est pour à prix réduit, mais ils touchent un pourcentage dessus. Alors c'est bien sûr les athlètes, c'est aussi des victimes de ce système. Hein. Tout le monde, il y a pas de, on va dire il y a pas, c'est jamais tout noir ni tout blanc, mais faut faire attention à ça parce que vous pouvez perdre également les personnes qui vous suivent et ça vient un peu contraire du fait de communiquer de manière sincère aux personnes qui vous suivent et de communiquer sur des produits dans lesquels vous croyez et que vous êtes persuadé que ça peut aider les personnes qui vous suivent. Ça c'est important. Je sais que je suis relou à le répéter, mais c'est ce qui fait toute la différence, quoi. Je pense que les codes promo, comme tu dis, Will, c'est une manière. Désolé, Mime, je sais que t'allais dire un truc. Vas-y, parce que je vais passer. Non, vas-y. C'était rapide. Moi, j'ai un code. Non, mais parce qu'il faut être transparent avec les gens. Moi, j'ai un code promo. C'est sur des extracteurs de jus. Coach Mims, je sais plus même pas ce que c'est. Je sais même plus. Du coup, pourquoi moi j'ai accepté? C'est le seul truc que je fais en collaboration. Je touche de l'argent à chaque fois dessus. Hein. C'est rien. Hein. C'est un truc comme. Elle touche une fortune. Ça lui a changé sa vie. Elle ment, ça lui a changé sa vie. Je suis trop mauvaise vendeuse en plus, mais je le fais que quand moi j'utilise le produit. Je l'ai fait parce que justement j'utilisais ce produit, quoi. C'est l'extracteur de jus. Mais aussi parce que j'étais convaincue de. Et tu le fais pas souvent. Non, tu le fais pas souvent. Tu l'as fait qu'une fois, tu le fais de temps en temps. Et en plus de ça, avant d'avoir ce code promo, tu avais déjà fait acheter à la moitié de la France un Urum. Et tu as eu ce code promo 6 mois après que t'es fait acheter, par exemple, à moi, à ma mère, du coup, à ma sœur. On a tous acheté des Urum. Et 6 mois après, tu nous as dit, au fait, je viens d'avoir un code promo, vous pouvez économiser et je vais peut-être un peu toucher des sous. Et tu vois, du coup, ça rejoint ce qu'on disait. Tu as communiqué de manière sincère. Tu as fait un pas vers Urum. Et ensuite, Urum, ils ont vu ça. Ils ont vu qu'ils avaient un intérêt parce que tu communiquais de manière sincère. Ils se sont dit, on va l'aider parce qu'elle va dans le même sens et on a le même objectif. Et c'est juste comme ça, mais il y a beaucoup de marques alors que j'ai pas beaucoup de. Moi, je suis plutôt une micro-influenceuse parce qu'en fait, je suis pas sportive ou quoi que ce soit, mais je parle de nutrition. Beaucoup de marques m'ont approché en nutrition et vraiment depuis plus d'1 an, j'ai pris le parti de faire 0 partenariat avec ces marques parce que je crois pas à leurs produits. En fait, tout bonnement, et que j'ai pas envie de devenir un panneau publicitaire. Et pour moi, mon objectif à long terme, il est différent et je crois vraiment à quelque chose qui va aider des gens dans un sens sain. Et donc, je m'amuserai pas à communiquer sur des trucs qui me correspondent pas. Voilà, même pour 300, 400 euros par mois, tant pis. Et je pense aussi que les codes promo, là, c'est quand même
de la triche un petit peu pour les marques. En gros, c'est tiens, comme on ne sait pas comment étudier leur rentabilité à ces gens-là et on n'a pas envie de prendre de risques, on leur file des codes promo, ils vont avoir l'impression, et ils tapent en plus le milieu du panier des athlètes, hein, ils tapent pas le haut du panier forcément, parce que le haut du panier on n'a pas besoin, le bas du panier ils s'en foutent, et donc le milieu du panier qui recherche un petit peu de soutien et a son ego qui est boosté par ce genre de démarche, quoi. Donc moi tu me dis ah bah tiens Julian, tiens j'ai un code promo, tu gagnes 50% de tout ce que tu vends, trop bien, t'es content, hein, ouais vas-y. Et donc ça permet à la marque de mesurer le retour sur investissement et en plus peut-être de se dire putain ce gars-là il vend vachement bien, vas-y on va passer la vitesse supérieure, on va lui faire un vrai contrat. Donc en fait c'est ils trempent le doigt de pied dans l'eau pour voir si c'est chaud ou froid, quoi, et puis ensuite ils prennent des décisions sans risque et en réalité c'est limite pas correct. Je veux dire c'est de se dire bah voilà, on sait pas étudier la rentabilité d'un athlète, on sait pas prendre de risques parce qu'on est une petite marque, voilà, on communique de manière très cheap, hein, c'est assez cheap en soi, et après ça peut convenir à votre marque et à votre image de marque, mais si votre image de marque est d'être partenaire un jour des games, bah, c'est peut-être pas la bonne chose à faire en soi. Mais attention, ça a dire, réglementé, hein, bien, ce qu'on va en parler après, mais ça a réglementé là-dessus pour éviter ce que tu disais, Julian. Et Ouais, vas-y Tib, tu voulais ouais, juste, tu parlais des codes, machin. Posez-vous une question. Est-ce que vous voyez les grandes marques, peu importe dans le CrossFit ou dans d'autres trucs, est-ce que vous voyez les grandes marques envoyer des codes prénom 20 toute la journée avec 10 000 prénoms et des gens qui ont 5 000 followers, ils ont un code avec 20 à la fin ou 30 à la fin. Est-ce que vous pensez vraiment, José Garcia 40 me dit Jus. Exactement. Est-ce que vous pensez vraiment que les grandes marques, elles font ça? Non. Bon, bah, posez-vous la question. Du coup, si vous bossez avec une marque qui fait ça, c'est sûrement que c'est pas une grande marque. Je sais que ça peut faire du revenu, mais à la place, négocier un vrai contrat. Et ça sera mieux. Et en plus, maintenant, il y a des moyens de traquer si vous convertissez ou pas. Ouais, sans avec les avoir de liens. code. C'est vous mettez un lien dire. unique, les gens ils le voient pas, et vous pouvez dire regardez tout ce que je vous ai rapporté, donc on peut renégocier le contrat. Mais ne mettez pas des trucs comme ça. Ça m'amène justement sur la. Vas-y, Tib, mais si tu veux parler de rentabilité. Exactement, j'avais parlé de rentabilité pure. On avait parlé dans le premier podcast, mais il faut savoir une chose. Un sponsor, il est là en premier lieu pour vous soutenir. Donc, c'est son truc majeur. Mais ça reste une société. Donc, ça reste là pour faire de l'argent. Donc, à la fin, il faut quand même que le partenariat qui passe avec vous, comme tout autre investissement qu'il peut faire, il faut que ça soit rentable. Ou en tout cas, qu'il arrive à zéro. Il va pas perdre de l'argent sur chaque investissement qu'il fait. Hein, c'est bien normal. Si à chaque fois vous faites un investissement financier, vous perdez 10%, arrêtez d'en faire, vous allez perdre de l'argent. Par contre, quand on paye un athlète, on définit un prix, donc basé sur tout ce qu'on a dit auparavant, et ce prix-là, il va en fait définir la rentabilité que va avoir l'athlète. Donc, si un athlète demande, je prends des chiffres bien faciles, si un athlète demande 1 000 € par mois, mais qui fait rentrer 500 € par mois à la marque, je peux vous assurer que à la fin du contrat, il y a deux choix. Soit la marque va vous dire, je suis désolé, on va baisser le contrat à 500 € par mois parce que c'est ce que tu nous rapportes, donc c'est ce que tu vaux. Ou alors, ils vont dire au revoir. Donc, vous allez perdre ce contrat-là. Très souvent, et ça marche comme ça, quand on va postuler pour un nouveau job, on a envie d'être payé le plus possible. Ça, c'est totalement normal. Donc, on va essayer de se vendre le plus possible. Mais attention, il faut que ce soit raisonnable, parce que si vous dites à votre employeur, moi je vaux 10 000 balles par mois, mais que vous ne créez pas cette richesse-là pour la société, il va vous dire, tu vaux pas 10 000 balles, tu dégages. Je vais prendre celui qui en demande 3 000, parce que c'est ça que tu vaux, c'est ça ce que ça rapporte. Et donc, en tant qu'athlète, mesurez ça. Les grandes marques comme nous qui ont l'expérience avec des contrats de partout et de toute taille, on sait le prix d'un athlète, on connaît la rentabilité, on sait exactement. Donc en général, quand on vient et qu'on propose un prix, c'est le prix juste parce qu'on ne cherche pas à sous-payer les athlètes, on ne cherche pas à surpayer les athlètes, on donne un prix qui est juste. Mais par contre, vous en tant qu'athlète, ne vous survendez pas, ne vous sous-vendez pas non plus, mais il vaut mieux commencer avec un contrat qui est un peu plus bas, mettre des outils de tracking et dire, bah écoutez, regardez, tout ça, c'est ce que je pense, à générer chez vous. Voilà ce que je pense que je vaux pour le prochain contrat. En plus, maintenant, j'ai pris des followers. En plus, maintenant, je suis allé aux demi-finales ou je suis allé aux Games. J'ai gagné les French Throwdown. Voilà. Donc, votre valeur, elle va monter au fur et à mesure. Soyez plutôt cool au début et montrez que on dit over-deliver en anglais. Vous
vous avez prévu de donner ça, mais en fait, vous donnez ça. Et donc, du coup, la marque, elle dit, c'est génial de travailler avec cet athlète. Elle va en parler à toutes les marques autour d'elle en disant, depuis qu'on l'a signé, on fait plein de ventes, c'est génial. Et donc là, vous allez signer avec plein de sponsors. Plutôt que de dire, parce que c'est ce qu'on entend des marques, lui, je l'ai payé tant, c'était pas rentable du tout. Vous, ce que vous entendez de l'autre côté en tant que marque, c'est, OK, il faut jamais signer ce mec. Voilà, donc soyez vraiment intelligents, vous et votre agent, si vous en avez un, dans les négociations. Parce que parfois, et je discutais de ça la dernière fois avec quelqu'un qui est dans le milieu, il me disait comment tu fais pour négocier quand un agent il vient et il est trop agressif sur le prix. Donc il demande quelque chose où tu sais d'entrée que ça va pas être rentable pour toi. Je dis moi je mets des conditions dans ces cas-là, c'est que je dis moi je préfère encourager l'athlète à l'augmenter au fur et à mesure avec des conditions en disant écoute, si jamais tu vas aux Games l'année prochaine, voilà ce que tu prends comme prime. Si jamais tu fais ça, voilà ce que tu prends comme prime. Du coup, c'est positif. Le but, c'est que l'athlète, il réussisse pour que du coup, en fait, toi, tu réussisses, il grandit, son écosystème grandit, toi aussi, tout le monde est gagnant. Par contre, quand les agents, ils viennent et ils sont trop agressifs, je fais exprès et je mets un truc dégressif. Et donc, je dis, c'est pas compliqué. Si tu crois que ton athlète, il vaut ça, et parce que tu es sûr qu'il va faire top 3 aux Games l'année prochaine, moi, je te dis qu'il le fera pas. Il le fera sûrement un jour, mais pas l'année prochaine. Dans ces cas-là, on met un truc dégressif. C'est-à-dire que je le paye tant, mais si jamais il n'arrive pas à l'objectif que tu m'as dit, maintenant, je descends le contrat de 50%. Et donc, du coup, c'est horrible, déjà, je trouve, dans la mentalité en elle-même, de dire, en gros, je parie sur le fait que l'athlète, il va rater. Déjà, je trouve ça vraiment nul. Plutôt que de dire, je parie sur le fait qu'il va réussir, je préfère 100 fois cette version-là des choses. Mais surtout, ça met pas une bonne relation de départ. Donc, il faut être hyper honnête. Ça reste une négociation, mais il y a une valeur de marché. Demandez autour de vous, comparez-vous à des gens que vous connaissez autour de vous entre athlètes si c'est le cas et demandez combien vous pensez qu'ils ont touché avec ce sponsor-là. Vous pouvez discuter. Sachez que nous, entre marques, on discute. On sait exactement combien tout le monde vous paye. On se passe les infos. Donc, si vous venez nous voir en disant « moi, je vaux tant et lui, il me donne tant », la première chose qu'on fait, c'est qu'on va voir la marque en disant « c'est vrai, tu lui donnes tant ?» Et en général, la réponse c'est « ah non, pas du tout, voilà ce qu'on le paye ». Et là, je peux vous assurer que vous passez pour un blaireau et qu'on signera jamais avec vous. Donc, soyez honnête parce que tout le monde parle, c'est un trop petit milieu. Et surtout, pensez valeur marchande, valeur de performance et surdélivrer ce que vous avez promis. Et je vous assure que les marques, elles vont essayer de vous réaugmenter en permanence. Je fais un parallèle avec la musique parce que j'ai bossé pas mal de temps dans la musique et il fut un temps, j'étais en duo avec un ami où on était en train de produire un album qui allait être signé sur un des plus gros labels hollandais et on était justement avec un consulting d'un avocat qui est un avocat assez expérimenté, c'est un gars qui a travaillé avec les Daft Punk, qui a énormément d'expérience. Et donc sur la négociation de ce contrat, vous avez des avances et vous avez des royalties. Et les royalties servent à rembourser vos avances. Et donc, forcément, plus vos royalties sont grands, plus vous allez pouvoir rembourser votre avance et ensuite faire du profit sur la vente de votre album ou sur toutes les sources de revenus que vous pourrez avoir. Et donc, souvent, quand vous commencez et vous avez un petit album, vos royalties sont forcément faibles et vous avez des options pour deuxième album, troisième album. Donc, c'est très similaire à l'industrie sportive. Et donc, il faut toujours, quand on fait une négociation, c'est valable dans toutes les disciplines, que vous soyez dans l'industrie, que vous soyez dans n'importe quel domaine, il faut avoir ce qu'on appelle un BATNA. Un BATNA, c'est la meilleure alternative à un accord de négociation. Par exemple, si j'ai une piste pour signer mon album et que j'ai une offre et que je suis là à dire vas-y, je vais faire du forcing et demander de plus en plus, attention, parce que vous avez aucune autre alternative. En revanche, le mec en face de vous, lui, si c'est une grosse marque ou un gros label, par exemple en musique, il a plein d'autres artistes, plein d'autres demandes. Il peut vous dire, vous savez quoi, vous me cassez les couilles, je me casse, c'est niet. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc, c'est pour ça que je le partage. On a un avocat qui nous a dit, poussez pour 5% de royalty en plus. Vous avez une option pour un deuxième album. Nous, on a dit, on suit l'accord le conseil de l'avocat. Le label a dit, vous savez quoi, votre négociation, elle me fait chier, j'arrête. Et paf, toute l'aventure et toute l'histoire se finit là. Et si ça vous arrive, et je dis ça parce que c'était un gros label, c'est quelque chose qui me marque encore 15 ans plus tard et parfois je regrette souvent, ça fait partie de la vie mais c'est comme ça. Mais si vous négociez avec un GoWod, un Rogue ou une grande marque comme ça et que vous arrivez au point de rupture où la marque, elle vous dit, tu sais quoi, la négociation franchement elle est trop compliquée, trop complexe, on arrête là. Souvent, ces marques-là sont assez fières, elles ont beaucoup de demandes, elles vont plus jamais reprendre la discussion dans le futur parce qu'il y a ce passif, il y aura toujours cette amertume. Et en plus de ça, vous venez de vous mettre dans le dos l'une des grosses marques et donc
les autres grosses marques vont être au courant, les autres agents également, et donc tout va se savoir, et vous êtes fini, vous êtes fumé. Donc moi, mon conseil, voilà le parallèle avec ça, quand vous commencez petit avec des accords de négociation annuels, où vous avez des options de renégociation à l'année en fonction de la performance, exactement comme Thibaut dit, c'est exactement ce qui se passe dans la musique, petit à petit, et vous renégociez chaque année. Alors oui, il y a un risque, il faut délivrer, il faut être aligné avec sa performance et ce que vous faites, mais votre projet doit être aligné avec ça et la qualité de ce que vous produisez doit l'être aussi, sinon forcément vous n'avez rien à faire dans l'industrie. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis parce que j'ai vécu la situation plein de fois personnellement avec des contrats à nous, mais je l'ai vécu aussi pour Will, qui a un des meilleurs exemples de sponsoring pour moi, où Will il va pas aller choisir celui qui offre le plus. Il va aller choisir j'allais te couper pour te raconter ça, tu vois, c'est fou. Et donc je l'ai vécu. On peut pas vous donner ni qui, ni les montants, ni rien du tout, mais je peux vous assurer qu'il y avait des offres supérieures à d'autres endroits et que c'est pas celle qu'il a choisie et qu'il a préféré avoir le partenaire qui lui convenait le mieux. Et le partenaire qui lui convient le mieux, c'est parce qu'il y croit, parce que ça correspond à qui il est, à ses valeurs et tout ça. Mais c'est aussi pour quel montant, qu'est-ce que je dois faire pour quel montant. Il y a un moment où vous pouvez accepter une somme d'argent folle, mais si vous avez plus le temps de vous entraîner et qu'en plus de ça, on vous demande de poster tous les jours quelque chose, vous allez noyer votre communication. On revient sur le même débat du coup, les autres marques vont pas vouloir travailler avec vous, etc., etc. Donc, chaque contrat, et je crois que le point d'après qu'on veut évoquer, c'est un peu les clauses de chaque contrat. Ça, c'est un peu flou pour les athlètes, mais il y a énormément de clauses qui sont un peu classiques, mais il faut y faire attention. C'est un partenariat, c'est-à-dire en échange d'une somme financière, vous vous engagez à faire ça en retour pour donner de la visibilité à la marque. Ça peut aller de faire 3 posts par mois à 45 posts par mois, à je dois être présent sur 17 shootings par an. Là, c'est une négociation. Il faut savoir que c'est toujours beau d'accepter énormément d'argent en se disant mais c'est pas grave, je m'en fous, je les ferai les shootings, ou au pire je dirais que je peux pas. Non, ça marche pas comme ça. Vous vous êtes engagé, vous avez un contrat, il faut le faire maintenant. Donc prévoyez aussi ça dans votre contrat, de voir ok, cette marque là elle me donne un peu moins d'argent et en plus je préfère cette marque là, mais surtout elle est réputée, cette marque là, pour être la plus cool pour bosser avec. Elle me demande jamais rien, elle me fournit tout le contenu, elle est hyper polie avec tous les gens avec qui je travaille. Ça, c'est la clé. Ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Croyez-moi, pour tous ceux qui ont fait des erreurs dans leur carrière, et j'en connais plein, qui ont signé qu'un sponsor en se disant « Oh, en fait, je m'en fous, il me filait tellement de fric que j'y suis allé », et qui derrière reviennent en disant « Oh mince, maintenant je suis bloqué avec eux, c'est mort, ils me saoulent, ils sont insupportables ». Il y a des marques en ce moment qui sont hyper montantes dans le milieu du CrossFit, qui sont en train d'apprendre ça en disant en fait on peut pas traiter les athlètes comme ça. Sur le long terme, ça marchera pas. Les athlètes parlent trop entre eux. Et donc quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais je veux vraiment le dire, avant de signer avec un sponsor, peu importe qui vous êtes, à quel niveau, demandez aux gens qui travaillent actuellement avec ce sponsor et ceux qui ont travaillé avec ce sponsor ce qu'ils en pensent. Ça coûte rien, mais c'est un peu comme quand vous achetez une maison, vous allez faire un tour du voisinage. Vous allez demander un peu, est-ce qu'il y a du bruit, est-ce que ça se passe bien? Parce que potentiellement, on va vous dire, en fait, juste au-dessus de chez toi, il y a un mec qui joue de la batterie de 11h du soir à 3h du matin tous les soirs. Voilà. Et toi, tu vas acheter un appart et une fois que tu es dedans, c'est mort. Et ben là, c'est pareil. Une fois que vous avez signé, c'est mort. Donc, si vous avez un sponsor, allez voir les copains là dans le coin, même si vous les connaissez pas, en disant excuse-moi, je suis en négociation actuellement avec cette marque, ça m'intéresse vachement. Est-ce que tu peux me dire si tu as beaucoup aimé la collaboration avec eux et comment ça se passe? Il va vous dire bah franchement c'est super, ou oh, c'est horrible, j'essaye de me barrer depuis 2 ans, ou ils m'ont pas payé depuis 1 an et demi, en fait va-t'en parce qu'ils ont pas d'argent. Mais vous allez apprendre des choses que seuls les gens qui ont travaillé avec ou qui travaillent actuellement avec savent. Et ça vous coûte rien. Ça vous coûte 5 minutes de temps d'envoyer un texto et derrière, vous avez la réponse. Mais croyez-moi, il y en a beaucoup et vous auriez beaucoup de surprises avant de signer avec. Et moi, j'ai un truc à ajouter là-dessus. C'est un exemple de tout ce que vous venez de dire. C'est aussi Jeff Adler. On l'a eu dans le podcast la dernière fois. Et si vous voulez réécouter ça, c'est intéressant de pouvoir revoir comment il envisageait ça maintenant qu'il est Fitness on Earth. Et lui non plus, ça n'a pas été un panneau publicitaire pendant des années. Et il a vraiment pris le parti d'attendre. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il a cette collab aussi avec Rogue, par exemple. Ils sont rares, ces athlètes qui ont leur t-shirt, par exemple. Donc, et ça devient intéressant parce qu'ils touchent une com sur chaque t-shirt.
Donc voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter en exemple. Ouais, bah c'est exactement ça. Faut prendre le temps. Tu vois, moi je voulais raconter la même anecdote que Tibi l'a dit là sur mes négociations avec un gros contrat avec maintenant je suis avec, et j'ai pris le parti de simplement signer avec le contrat la marque qui me représentait le plus, et avec lesquels je m'identifiais le plus, et avec qui on partageait le plus de valeur, parce que ce serait mentir que l'autre marque je partageais rien, parce que voilà, c'était pas des escrocs, c'était pas des gens qui voulaient quelque chose de négativement, mais voilà, au final, prenez des marques qui vous représentent, et comme a dit Thib, quand vous avez un doute sur des marques qui vous proposent des grosses sommes d'argent et qui vous font croire monts et merveilles, demandez à des athlètes qui ont stoppé la collaboration avec ces marques comment s'est passé tout ça, parce que vous aurez des surprises, et ça parle beaucoup, c'est un petit milieu le CrossFit, et automatiquement il y a des marques des fois qui arrivent avec des gros moyens et qui veulent faire des choses, et qui prennent souvent les athlètes pour des panneaux publicitaires sans les prendre, on va dire, pour des personnes en elles-mêmes avec lesquelles il faut les amener à un projet. Et ça, c'est très important, parce que ça peut vous casser, et ces marques vont vous utiliser. Et on va dire que le jour où vous aurez des soucis ou des problèmes, elles vont vous marcher dessus. Donc, automatiquement, faites-vous confiance, croyez en vous, et choisissez des marques qui vous représentent sincèrement. Et comme il a dit Tip, c'est un monde petit, tout le monde parle, donc c'est facile de savoir les choses. Et si on rentre un peu dans le détail justement là de ces contrats, donc forcément on a dit ouais, vous allez gagner de l'argent en échange de quelque chose. Et donc ce quelque chose, je pense qu'il y a des clauses assez classiques dans les contrats, forcément de l'exposition sur les réseaux sociaux, des apparitions publicitaires, etc. Type, tu peux nous donner des exemples. Il y a aussi des clauses de rupture aussi, forcément, pour mettre fin au contrat dans les cas de problème. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, un contrat, déjà, il faut savoir qu'il y a des règles dans un contrat, mais un contrat il doit être très bien établi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il faut le faire vérifier par un juriste. Vous ne devez pas croire que la marque a fait vérifier ça. Faites-le vérifier de votre côté, c'est hyper important. En premier lieu, vous avez des dates, donc de quand à quand votre contrat dure. Ensuite, vous avez un montant financier ou un arrangement à l'intérieur qui est bien cadré. C'est payé à quelle date du mois, quelles sont les pénalités en cas de retard de paiement, qu'est-ce qui est accepté en cas de retard de paiement. Ensuite, vous avez qu'est-ce que vous devez délivrer et quelles sont les punitions si jamais vous ne le faites pas. Voilà. Si jamais vous devez poster 4 fois par mois, vous ne postez pas pendant 6 mois, il y aura une clause dans ce contrat qui va dire que le sponsor peut arrêter de vous soutenir, ce qui est tout à fait logique. Vous faites pas votre travail, et de l'autre côté, si eux ne font pas leur travail, vous devez avoir le moyen de pouvoir sortir de ce contrat-là. Ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a des clauses sur lesquelles il faut faire très attention. Blessure. Est-ce que le sponsor vous soutient en cas de blessure? Il y a des contrats. Alors maintenant, ça commence à être réglementé, mais il y a des contrats qui disaient, en gros, si jamais vous faites pas les compétitions, eh bien, on arrête de vous payer, ou on vous paye 70% de moins tant que vous êtes blessé, et quand vous revenez. Voilà. Ça, il faut, ne jamais accepter ces contrats-là, mais il faut voir que le sponsor est censé vous soutenir dans les bons et dans les mauvais moments, et pas uniquement quand tout va bien. Ensuite, il y a le nombre de shooting photos qui doit être shooting photo et vidéo ou apparition que vous devez faire. Ça doit être mentionné. Le nombre par an, ça peut être un chiffre vague entre 3 et 5, mais il faut que ça soit marqué, comme ça vous vous engagez à le faire. Et sur ces apparitions ou sur ces shootings, qui est-ce qui s'en occupe financièrement? Est-ce que c'est à vous, à vos frais, de vous déplacer et de payer l'hôtel et le train, ou est-ce que c'est au sponsor? Et si c'est le sponsor qui paye, est-ce que c'est vous qui avancez l'argent, ou est-ce que c'est le sponsor? Par exemple, oui, il a un de ses sponsors qui lui font avancer l'argent quand il se déplace, et ensuite il le rembourse. Bon, ça va si vous avez un peu de trésorerie. Mais si vous en avez pas, il faut avancer les frais. Donc nous, par exemple, à God, on avance toujours les frais de l'athlète. On prend les billets de train et on prend l'avion. Et on prend l'hôtel. Comme ça, l'athlète, il a rien à débourser. On s'en occupe. Mais ça, c'est important que ce soit marqué. Ensuite, pour les shootings photos, il y a certaines marques qui maintenant pensent que c'est à l'athlète de faire des shootings photos et pas un professionnel. Non, l'athlète, lui, il est là pour s'entraîner. Si vous voulez avoir des photos de l'athlète, vous payez un photographe, soit vous le faites vous-même, vous venez avec votre appareil photo et vous le prenez en photo, soit vous payez un photographe ou un vidéaste pour qu'il aille voir l'athlète et il le prend en photo et il fait des vidéos. Mais vous le payez vous-même, c'est pas à l'athlète de payer pour faire des photos de lui-même. Je peux te poser une question là-dessus. On l'a pas dit sur ce podcast, on l'a dit dans le premier, mais chaque athlète devient un peu une entreprise à ce niveau-là. Et on voit que chaque athlète, Will t'en fait partie, commence à créer du contenu pour justement son image de marque. Comment est-ce que on gère ça? Est-ce que les partenaires ils payent une partie de la création de contenu? Est-ce qu'on peut partager les coûts? Parce que ça fait partie maintenant de la vie d'un athlète de haut niveau, je pense.
Aujourd'hui, quelqu'un comme Will qui est devenu une entreprise à lui-même, entre ces entreprises qu'il possède et lui-même ce qu'il est, Will, il a compris depuis très longtemps que l'image qu'il allait renvoyer, c'était important. Donc, il a toujours fait du contenu de qualité, il a toujours fait des montages vidéo de qualité, des photos de qualité, les textes qu'il postait, c'était toujours authentique. Voilà, il s'est mis en avant, mais c'est qui il est. Et en fait, une des raisons de son succès, eh bien, c'est parce qu'il a fait tout ça bien comme il fallait. Bien évidemment, ça lui coûte de l'argent. Will, voilà, quand il fait ça, il investit dans du matériel, il prend des belles photos, il retouche, et maintenant il a une équipe avec lui qui travaille. Ça lui coûte de l'argent. Mais ça lui coûte. On retouche. Si. Non, mais si, bien sûr. Mais normalement, t'es pas du tout gaulé comme ça. Ouais, ok. Bon, mais arrêtez de me casser mon image. En parlant de ça, c'est-à-dire une nouvelle réglementation, quand une image est retouchée, ça va être précisé noir sur blanc. Sinon, vous risquez une amende jusqu'à je sais plus combien de milliers d'euros. Bref, petit aparté, mais pour dire ce que disait Thibaut, là, c'est que depuis récemment que, par exemple, j'ai Florian Pabst qui bosse pour Wiss, qui me permet aussi de faire du contenu pour moi parce que automatiquement, ça aide aussi les marques. Du coup, on a pu acheter du matos, mais c'est du matos qu'on a acheté avec Wiss pour promouvoir les programmations Wiss où il est sale. Du coup, ça, c'est que très récemment. Mais par exemple, quand une marque veut un shooting ou veut du contenu, par exemple, je prends l'exemple de Nobull ou de GoWood, et du coup, ils vont voir avec Flo en lui disant, c'est combien de forfaits pour faire ça et tout. Du coup, ils payent Florian pour le shooting, les photos. Par contre, Florian, il a vraiment un cahier des charges avec un contenu précis à délivrer sous réserve de validation des sponsors, donc il peut être amené à le refaire. Et c'est comme ça que ça marche. Mais c'est sûr que c'est, comme il disait Julien, c'est une entreprise et il faut la prendre telle quelle parce que sinon, vous allez avoir des surprises. Exactement. Et justement, Will a toujours fait ça, mais Will ne le dira pas. Mais même quand il n'y avait pas Flo, lui-même prenait des appareils photo de qualité et ce genre de choses parce qu'il voulait avoir un rendu pour ses sponsors et pour lui-même qui était bon. Donc, il a investi sur lui-même. D'autres choses qui sont dans les contrats et qu'il faut mentionner également, c'est les clauses de grossesse si vous êtes une femme, mais également les clauses de non-concurrence. Donc ça, il y a des clauses qui existent où on vous dit, si vous signez avec nous, vous ne pouvez pas mettre en avant ou être vu en utilisant ces marques-là. Et attention. Et les annexes sont grosses. Il faut marquer. Les annexes sont grosses. Il faut que ces marques-là et ce soit une liste exhaustive des marques que vous n'avez pas le droit de montrer. Parce que le problème, c'est que... Je peux dire la petite anecdote, juste par rapport à ça. Le jour où j'ai signé mon premier gros contrat Nike, parce que j'ai eu un premier contrat Nike, mais ça dépendait de Nike France, c'était un tout petit contrat. Et après, quand j'ai signé mon gros contrat Nike, ça dépendait de Nike Europe. Et du coup, ils me donnent le contrat. Et après, il y avait un espèce de petit livret à côté du contrat. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc et tout. Et du coup, je regarde le contrat. Et moi, je dis, je le prends, je vais le faire regarder par un juriste et je leur signerai parce qu'ils te mettent pas la pression, ils te disent prends le temps, etc. Et je regarde quand j'arrive après dans le Uber ou dans le taxi, je regarde le livret et je vois c'était un livret que de toutes les marques qui existaient au monde et genre d'équipementiers. Et en fait, ils avaient mis dans l'annexe toutes les marques avec lesquelles je devais pas être vu. Et du coup, ils s'étaient dit, ils n'avaient pas laissé de place au doute. Ils n'avaient pas dit les marques concurrentes parce que c'est super flou de dire ça. C'est compliqué. Il faut les citer. C'est-à-dire que si vous pouvez pas dire marque concurrente, il faut les citer. Du coup, ils les avaient toutes citées. Pour vous dire, c'est vraiment toutes citées. C'était incroyable. C'est hyper important parce que pour l'athlète, ça simplifie beaucoup de choses. Tu sais ce que tu as le droit ou pas le droit de faire. Mais en plus de ça, je vous assure que ça crée des gros problèmes si jamais vous êtes vu avec une autre marque et qu'il n'y a pas la clause quand vous êtes la marque et que vous n'avez pas prévu le cas, parce que vous allez dire quoi à l'athlète? T'as pas le droit? C'est pas marqué. Voilà. Donc vous, en fait, vous êtes bloqué là-dessus. Donc c'est mieux pour l'athlète et c'est mieux pour la marque que tout soit bien clair dès le départ. Et une autre chose, c'est que quand vous signez et que vous êtes français, la plupart des gens qui vont écouter ce podcast sont en France, le contrat doit être sur le sol français, au droit français. Ça doit être indiqué dans quel tribunal ça sera jugé si jamais il y a un litige, les problèmes en cas de litige. Donc imaginez pour les clauses de dopage. Nous, on a, je pense, la plus violente clause de dopage de l'histoire du CrossFit. Et je sais pas si je l'avais dit dans le premier podcast, mais en gros, si jamais il y a un de nos athlètes qui se fait choper pour dopage et que c'est vérifié qu'il est chopé pour dopage, il nous doit tout ce qu'on lui a toujours donné de l'existence depuis qu'il bosse avec nous, plus 50% de tout ce qu'il nous a donné. Donc en gros, on se gagne. Vous avez la même que Nike. Vous avez la même que Nike, je crois. Non, voilà. C'est pas ça. Et le but, si je dis pas de bêtises.
Non, Nike, Nike, c'est 100% de la somme qu'ils t'ont donnée. Nous, c'est 100% plus 50%. Mon but, il se réserve le droit de te poursuivre pour des dommages et intérêts. Ah oui, par contre, ils peuvent venir après. Bien sûr que ils peuvent faire un procès pour ce que ça va représenter pour ta marque et le dommage que ça va causer. Mais nous, le but, c'était simplement, moi, je suis anti-dopage. Vous imaginez même pas comment. Donc, du coup, mon but, c'était de dire, si jamais il y en a un qui est chargé, s'il voit le contrat, il va prendre peur, il va partir en arrière. Donc, du coup, si jamais il y en a un qui me dit, c'est quoi cette clause-là? Bah, déjà, je sais qu'il faut pas signer avec lui. Voilà. Donc, nous, tous les athlètes qu'on a, il n'y en a aucun qui nous a dit quoi que ce soit. Ils ont tous dit, ok, cool, hop, et ils ont signé. Donc, au moins, on sait que ça fait une sécurité supplémentaire. Donc, mais en gros, l'athlète qui vient de voir, qui te dit, ouais, la clause est un peu sévère, on est potes, ta place, ça suffira. Oui, t'as exactement. Un peu des doutes. Et là, t'as un peu des doutes, exactement. Tu te dis, merde. Voilà. Et la deuxième chose, c'est, en cas de clause comme ça, peu importe ce qu'il y a, il faut que ça soit jugé. Donc, imaginez que le sponsor dit oui, tu as nuit à mon image, du coup, j'arrête le contrat immédiatement. Ok. En cas de dopage, vous avez le droit de faire appel. Imaginez que CrossFit dise on a chopé ce mec-là pour dopage. Vous avez le droit de faire appel. Votre contrat peut être suspendu jusqu'à ce que vous ayez l'appel. Si jamais vous gagnez en appel, le sponsor, hop, il vous donne la somme qu'il avait suspendue. Si jamais vous perdez en appel, il a le droit de casser le contrat. Ça, c'est logique. Mais ça doit être marqué noir sur blanc que le contrat sera suspendu le temps que vous fassiez appel et la décision finale fera foi pour savoir ce qu'il en est de la suite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de clauses. J'ai essayé de prendre nos contrats et de citer les plus grandes pour que quelqu'un qui va signer son premier contrat fasse attention. Mais la dernière chose, et ça personne n'en parle jamais, c'est que quand un sponsor vous paye, c'est de l'argent qu'on vous donne. Il faut le déclarer. Hein. C'est-à-dire que nous, en tant que marque, sachez qu'on le déclare. Hein. On crée un formulaire, un CERFA, qu'on envoie aux impôts et on dit on a donné tant d'argent à ce mec-là. Donc les impôts, ils sont au courant de ce qu'on vous a donné. Ce qui fait que si vous, de votre côté, vous le déclarez pas aux impôts, ce qu'ils vont penser, c'est ok, en fait, là, ça s'appelle de la fraude. Et donc, ils vont venir vous voir et ils vont vous mettre une méga amende sur ce que vous n'avez pas déclaré. Donc, il y a aussi d'autres choses, c'est vous renseigner soit auprès d'un agent, d'un juriste, d'un ami qui s'y connaît, mais potentiellement, créer une société. Et votre société d'athlètes, pour que vous puissiez encaisser des gains sur votre société, vous allez avoir une société à créer, un comptable à avoir, des taxes à payer, bien évidemment, un impôt si jamais vous gagnez de l'argent sur cette société. Mais il faut c'est pas juste, ouais, donne-moi 200 balles, donne-moi 500 balles, et à la fin de l'année, on se dit, ça passe au black. Même si vous êtes petit, exactement. Petit, vous pouvez commencer par une micro-entreprise, vous commencez petit. Moi, j'ai commencé comme ça. Et après, voilà, automatiquement, après, on monte des sociétés, etc., et ça devient mieux. Mais même une micro-entreprise, franchement, la limite max, après, pour passer automatiquement en société ou être assujetti à la TVA, c'est quand même élevé. Du coup, ça vous permet déjà de bien gagner votre vie tranquillement. Mais ouais, faites pas l'erreur. Entourez-vous de personnes qui vont vous aiguiller parce que quand vous avez ça peut arriver que vous soyez pas au courant et que vous ne sachiez pas parce que souvent en plus il y a des marques qui peuvent être floues, bref il y a plein de choses, mais entourez-vous des personnes qui vont vous conseiller comme il a dit Thib pour faire les choses bien parce que voilà c'est dommage comme dans tout, dans le sport, en matière voilà comptable etc, il faut faire les choses bien et des fois vous n'avez pas les compétences donc allez les chercher ailleurs, ça coûte peut-être un peu des sous un comptable etc mais ça vous évitera des problèmes. Ouais, sur la juridiction du contrat, tu as raison d'insister dessus, Thib, mais si vous avez un problème avec une marque et votre contrat est signé sur un contrat américain, si vous avez un problème et que vous devez la signer au tribunal, surprise, il faut aller aux États-Unis pour la signer. Et du coup, voilà, je peux vous dire que les coûts légaux vont faire mal. Et même chose en Europe, hein, si vous êtes en Belgique ou en Suisse ou en machin, voilà, ça se joue dans un tribunal d'un autre pays. Et tout de suite, ça complique beaucoup les choses. Donc, jetez un œil là-dessus. Aussi, tout ce qui est pas précisé et peut être lié à l'interprétation, c'est pas valide. Tu l'as dit, Thib, mais ouais, voilà, tout ce qui peut être un peu interprété d'une manière positive ou négative par l'un des partis n'est pas recevable. Tout ce qui est dit à l'oral peut être reçu à un tribunal. Tout ce qui est écrit peut être reçu à un tribunal. Donc faites attention et faites attention dans vos communications et entourez-vous des bonnes personnes de nouveau. Et juste pour dire par rapport à ce que tu disais, Julian, il y a des choses aussi toutes bêtes, mais à faire attention avec les contrats. C'est quand vous avez un nombre de postes à faire, par exemple, souvent vous pouvez avoir, soit vous avez un nombre précis, mais le mieux c'est d'avoir peut-être
parce que les marques, elles ont aucun intérêt à ce que vous postiez pas de manière sincère, c'est du coup, elle va peut-être mettre par mois, vous avez jusqu'à 5 publications à faire. Donc, le jusqu'à, il veut dire que vous pouvez aller jusqu'à 5, mais pas au-delà, et que si vous avez envie, vous pouvez le faire, bien sûr, mais au moins, ça vous oblige pas forcément à un nombre précis, parce qu'il y a des fois des mois qui sont plus tranquilles. Par exemple, GoWood, il y a des périodes où ils vont peut-être demander moins de communiquer. Il y a des périodes, par contre, là, il va falloir envoyer parce que c'est des périodes clés pour GoWood. Et ben, c'est exactement la même chose. Faites attention à ça. Et dans les posts qu'il y a à faire, il faut bien différencier. Si c'est marqué, si c'est pas marqué, c'est la même chose. Un post Instagram dans le feed d'actualité ou une story. Si c'est pas marqué, un post, c'est soit une story, soit une publication sur le fil d'actualité. Si c'est marqué précisément post sur le fil d'actualité et stories exactement, là du coup c'est précisé comme il disait Julian. Et là du coup quand c'est précisé, vous êtes toujours tranquille. Donc le mieux c'est de tout marquer, de tout envisager et du coup comme ça vous éviterez les problèmes parce que des fois on a des petites surprises. Et surtout n'hésitez pas à poser des questions. Si jamais vous avez un premier contrat qui vous arrive, que vous soyez seul ou avec votre agent, et vous écoutez ce podcast et vous dites j'ai entendu Thibaut des fois il a parlé de ça, nous ça y est pas. Demandez au sponsor en disant donc du coup il n'y a pas de clause de voilà, et vous pouvez poser la question et ils vont vous répondre. Et au contraire ils vont préférer quelqu'un qui est hyper carré parce que si vous êtes carré de votre côté, eux ils vont être obligés d'être carrés aussi de leur côté et donc ils vont faire évoluer leur contrat grâce à vous. Mais n'hésitez pas à poser toutes les questions du monde, à clarifier chaque point du contrat. C'est pas mal vu. Ce qui est mal vu, c'est de pas respecter le contrat, justement. Donc, clarifiez tout au départ, ça vous évitera bien des problèmes. Et je sais pas, j'ai jamais vu de contrat entre athlètes et sponsors. Mais est-ce que vous mettez aussi des clauses de non-concurrence? Est-ce que, par exemple, si l'athlète fait une rupture de contrat, est-ce que pendant 1 an, il n'a pas le droit de s'engager avec une autre marque dans le même domaine? Est-ce que ce genre de choses existe? Parce qu'il faut faire attention. Ça peut paraître joli sur le contrat au début pour faire plaisir à la marque, mais ça peut vraiment vous mettre dans la merde si ça existe. Oui, en fait, il y a des clauses de renégociation prioritaire de contrat. Donc, ça veut dire, à la fin du contrat, donc imaginons qu'on signe 2 ans, j'ai 6 mois en priorité où tu ne peux négocier qu'avec moi. Donc, ça veut dire que si une autre marque t'approche, tu n'as pas le droit de négocier avec cette marque-là. OK ? Tu n'as pas le droit ne serait-ce que commencer la discussion. C'est ça que je veux dire. Par contre, une fois le contrat terminé, il y a quelques marques qui ont des contrats en disant non, après la fin du contrat avec nous, tu n'as pas le droit de signer avec une autre marque concurrente pendant 6 mois. Ces clauses-là, en général, elles se font enlever tout de suite parce que c'est de la vraie perte pour les athlètes. Ça veut dire qu'en gros, vous signez pas 2 ans, vous signez 2 ans et 6 mois. Parce que pendant 6 mois, vous pourrez pas avoir de revenus. Et donc ça, par exemple, c'est une clause que le Reebok avait il y a quelques temps et qu'ils ont enlevé suite à des problèmes avec des athlètes qui ont dit non, en fait, c'est impossible de partir de chez vous et pour aller avec un autre sponsor. Donc maintenant, elle n'existe plus. En tout cas, les agents, ils la refusent au départ. Ouais, mais par contre, faut savoir en fait que les clauses qui empêchent une personne de vivre de leur métier n'est pas recevable à long terme. Donc, si cette clause existe et qu'elle vous empêche d'avoir votre revenu pour pouvoir vivre, le tribunal ira en votre faveur, quoi. Exactement. Ou alors vous demandez une compensation financière pour ça. C'est ce qu'on appelle une non-compete quand vous partez de votre travail et qu'on vous dit non, tu n'as pas le droit d'aller travailler pour des concurrents. On vous paye pour que vous n'alliez pas travailler chez les concurrents. Là, vous pouvez négocier ça en disant j'ai aucun problème. Si tu veux pas que je signe pendant 6 mois après la fin de mon contrat, ce sera tant par mois pour pas que je signe. Parce que toi, il faut quand même que tu vives et que tu payes tes charges. Donc ça, c'est important que vous le preniez en compte et tu as bien eu raison, Jules, de le dire. Il y a aussi autre chose, dans les contrats, il doit y avoir un délai de temps parmi lequel vous autorisez le sponsor à continuer à utiliser votre image. Ça veut dire que on sait que par exemple, Will aujourd'hui, il est utilisé sur notre site web, dans les réseaux sociaux, sur certaines pubs sur Facebook, sur Instagram et tout ça. Si jamais on arrête notre collaboration, le temps que j'aille tout enlever de Will, ça va me prendre un peu de temps. GoWood for life. Ouais, exactement. Et donc, nous, on est comme ça, t'inquiète, mon pote. Et donc, du coup, il va falloir un peu de temps. Le temps, c'est pas 6 mois, il va falloir 1 mois et demi maximum. Donc, parfois, on voit des sponsors qui arrêtent de travailler avec des athlètes et tu retrouves l'athlète 8 mois plus tard, il est toujours là. Ça, c'est interdit. Et ça, il devrait normalement être puni par la loi pour le fait de le faire. Parce qu'il continue à utiliser la marque de l'athlète sans le payer.
C'est pas normal. Voilà. Donc ça aussi, vous devez voir si il y a une clause, parce que si elle y est pas et que c'est flou, potentiellement ils ont le droit d'utiliser votre image de marque pendant 1 an. Et donc le sponsor qui maintenant lui veut vous sponsoriser, il dit bah en fait je peux pas parce que t'es en pub avec l'autre encore là. Voilà. Donc ça, il faut le prendre en compte. Bon, il y a Ouais, de quoi puis étudier dans le podcast. pour petite anecdote avec par exemple Nike, ils avaient tout bien cadré et à la fin il y avait une période de renégociation où Nike avait la primauté. Ensuite un dernier mois où tu avais le droit du coup Nike perdait cette primauté donc tu avais le droit de parler avec d'autres sponsors si je dis pas de bêtises. Eux tout était cadré et aussi bien dans le sens de la marque que de l'athlète. Donc c'était vraiment cool parce que ça permettait quand les choses sont cadrées automatiquement tu es sur des rails et c'est plus facile. C'est quand les choses sont un peu floues et que ça laisse de la place comme disait Julian à l'interprétation que là ça devient compliqué parce que tout le monde peut interpréter toujours en sa faveur et c'est là que c'est pas bien donc. Ouais, exactement. Et si vous êtes un jeune athlète et vous négociez votre premier contrat, si vous prenez un avocat ou un juriste, ça montre juste que vous êtes professionnel. Ça veut pas dire que vous êtes en train de négocier quelque chose de plus, hein, vous êtes en train de demander, etc. Faut surtout pas penser que vous êtes en train de négocier avec vous-même. C'est un peu comme quand on vend quelque chose, on vend pas à soi-même, on vend à d'autres gens. Vous devez montrer votre côté professionnel. Vous n'êtes pas en train de demander plus, vous êtes juste en train de faire attention. Et ça montre encore une fois de plus que vous êtes la personne crédible et que le sponsor doit prendre. Et si le sponsor s'énerve et est frustré que vous fassiez ça, c'est probablement que c'est pas le bon sponsor. Et il n'y a pas d'amis. Au contraire, même si c'est des amis avec qui vous négociez parce qu'ils tiennent la marque, au contraire, si c'est des amis et qui tout le monde se respecte, quand on est amis, eh ben, on prend encore plus le soin de tout mettre dans le contrat parce qu'on sait que c'est un ami, c'est une marque d'amitié également. Donc, c'est pas parce que c'est un ami que vous devez faire les choses à moitié et juste taper dans la main et dire bon, t'inquiète, il y aura pas de souci. Parce que Pensez au contrat de mariage. Pensez à un mariage. Voilà. tant que tout va bien, on n'a jamais besoin du contrat. Et c'est ce qu'on se dit au début de la relation, mais non, mais il n'y aura pas de problème, etc. Mais le jour où ça va mal, c'est là que ça part en live. Et c'est là qu'en fait, vous pouvez plus vous voir, vous n'arrivez plus à communiquer sans mettre trop d'animosité dans les discussions. Et donc, du coup, vous ne parlez pas rationnellement, vous ne discutez pas rationnellement. Donc, si c'est pas tout bien cadré au départ, ça prend une éternité, vous risquez d'être frustré, etc. Donc, prenez un maximum de temps à regarder ça. Et voilà. Et du moment qu'on est dans le cadre réglementaire, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des petites lois qui sont apparues. Il y a en France, ça commence à pas mal bouger ces derniers temps. Et donc, si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez aller sur Internet, vous allez vite trouver tout ça. Mais il y a pas mal de choses pour lesquelles il faut faire attention maintenant sur les réseaux sociaux, que vous ayez beaucoup de followers ou pas beaucoup de followers si vous communiquez. On en parle avec Mims, avec Juan, avec Tim. Maintenant, en fait, si vous avez une marque qui vous offre une prestation, ça peut être une prestation dans un bar, dans un resto, sur un spa, bref, peu importe. Vous êtes obligé de mettre, même si c'est en story, en gros, collaboration offerte, prestation offerte ou bref, vous êtes prestation rémunérée. Bref, vous avez obligation de le marquer et pas simplement dans les options de story en mettant partenariat rémunéré. Vous êtes obligé de le mettre en gros. Partenariat rémunéré, c'est quand vous êtes en contrat de sponsoring. Si vous avez eu la prestation offerte, il faut le marquer en gros. Si vous voulez un exemple, honnêtement, Thibaut Inchep, il le fait super bien. Je pense qu'il a une armée d'avocats et du coup, il communique de très bien, on va dire, de manière légale. Et vous pouvez voir un peu ce qui se fait, ce qui se fait pas. Mais faites attention à ça. Quand vous avez un contrat de sponsoring, il faut que vous marquiez aussi bien sur les posts, en publication, sur le fil actualité qu'en story. C'est un truc à cocher, partenariat rémunéré. Ensuite, vous allez chercher le sponsor en question et il doit l'accepter votre demande. Comme ça, vous êtes transparent avec vos followers. Maintenant, c'est obligatoire. Vous risquez des amendes si vous ne le faites pas. C'est très récent. Et donc, faites attention à ça parce que ça peut vous coûter des choses. Et pour le moment, ils tapent sur les influenceurs du monde de la télé-réalité, mais ça risque d'arriver sur les sportifs. Donc, autant faire les choses bien et pas mal. S'il y en a que vous voyez qu'ils le font pas, bah laissez-les faire. Hein. De toute façon, automatiquement, vous verrez bien que tôt ou tard, on va leur taper sur les doigts. Et c'est pareil pour les images retouchées. Là, j'en profite parce que j'ai la liste aussi devant les yeux. Images retouchées ou avec un filtre spécial, ça doit être précisé. Si vous avez eu recours à l'intelligence artificielle, ne serait-ce que pour retoucher ou créer quelque chose sur votre photo, ça doit être précisé de manière explicite et pas implicite. C'est des choses toutes bêtes, mais faites attention à ça parce que ça peut causer des problèmes. Donc, faites attention. Là, pour le moment, on voit pas mal de gens mettre un peu des fois, oh, cet endroit est super. On sait qu'ils ont été invités dans cet endroit et ils le précisent pas, mais dans
quand ils auront pris une amende, eh ben ils seront obligés de le préciser. Et moi, je trouve ça cool, petit aparté là-dessus, parce que ce qu'on disait hier avec Mims, on disait ça va renforcer la communication sincère. Quand vous aimez vraiment un endroit et que vous y allez et que vous dites, par exemple moi la dernière fois, je fais pas pour les citer parce que c'est des amis, mais j'étais au Grand Hôtel à Gérardmer, j'ai rien eu d'offert, j'ai tout payé. J'ai dit putain, c'est vraiment cool cet endroit, je vous le conseille dans les Vosges, il est vraiment bien. Eh ben vous saurez, parce que j'ai pas marqué en gros prestations offertes, que du coup je communique de manière sincère. Et après, rien n'empêche de communiquer de manière sincère quand la prestation est offerte, mais ça dépend de l'image que vous avez renvoyée, de tout ce qu'on a dit avant, si vous avez toujours été sincère. Donc ça évolue dans le bon sens, c'est cool, mais il y a encore pas mal de boulot à faire. Ouais, d'ailleurs, là-dessus, il y a un truc assez important, on n'en parle pas beaucoup, c'est un truc qui s'appelle le DSA, que je dise pas des conneries, le Digital Service Act, il est mis en place demain, le 25 août, et en fait, c'est un acte de la législation européenne qui vise à appliquer tout ce qui est légal hors ligne, aussi ou en ligne. Donc l'idée, c'est de mettre fin à tout ce qui est contrefait, dangereux, forcément tout ce qui est haineux, pédopornographique, tous ces trucs-là. Mais ouais, c'est lancé demain. Il y a eu 2 législations qui sont rentrées en jeu en 2023. Mais ouais, demain, ça va monter d'un ton, en tout cas en Europe. L'idée, c'est d'harmoniser toutes les réglementations européennes pour que tout ce qui soit appliqué dans la vraie vie soit aussi appliqué dans la super vraie vie que sont les réseaux sociaux. Donc, c'était déjà un peu le cas. Là, tu parles d'un point de vue européen, mais en France, faut savoir que la loi française s'applique également sur les réseaux sociaux, à ce que vous dites, à ce que vous faites, et que du coup, c'est pas une zone de non-droit. Les réseaux sociaux, il y a des choses qui se font, ce qui se font pas, et il faut assumer parce que ensuite après, il y a des conséquences qui arrivent et automatiquement. Donc, soyez prudents. Même des fois, quand vous commentez, quand vous mettez des choses, soyez prudents parce que ce serait bête. Vous savez, on a toujours l'impression qu'il n'y a pas de loi parce que personne fait rien, mais le jour où il y a quelqu'un qui fait quelque chose, bah là, c'est compliqué. Donc, ce serait bête. Des fois, on peut se laisser aller sur des commentaires ou des choses comme ça, comme il disait Julian, haineux, bref, il y en a même des fois, ils partent dans le racisme et compagnie. Bah, sachez que ces personnes-là, elles peuvent être punies et très lourdement. Et encore une fois, c'est cool. Et ouais, c'est cool parce que du coup, ça protège le consommateur. Et la différence avec cet accord, en fait, au lieu d'attaquer le consommateur, il attaque les plateformes. Donc les Instagram, TikTok, etc. vont être, elles, sujettes à des amendes et à une grosse surveillance. Donc en fait, elles auront juste un intérêt, bloquer tout ce qui peut sembler illicite ou peut sembler tromper le consommateur. Et le risque pour vous, il va au-delà de juste un post ou etc. Il va de se faire supprimer de la plateforme et de perdre toute une audience. Donc quand vous êtes un influenceur qui a 100 000 followers et que vous faites supprimer ou bloquer, bah, sachez que vous perdez quand même un de vos outils de travail. Donc, c'est vachement important de faire attention. Et ça me permet d'enchaîner sur un autre facteur pour conclure un peu le podcast. On a vu beaucoup de choses, mais vous êtes une entreprise en tant qu'athlète et une entreprise doit grandir et diversifier ses revenus. Pour diversifier vos revenus, faut grandir vos réseaux sociaux, faut grandir votre performance athlétique, faut grandir votre crédibilité. Quand je dis grandir vos réseaux sociaux, il n'y a pas que Instagram dans la vie. Allez sur TikTok, créez vos contenus sur YouTube, soyez multicanal parce qu'aujourd'hui, les marques recherchent ça et vous devez vous positionner partout pour être présent partout. Pourquoi ? Parce que si un jour Instagram ferme ou vous bloque, eh ben, vous avez l'opportunité d'aller ailleurs et ça permet de diluer un petit peu vos risques. En tout cas, on a compris que si vous êtes un jeune athlète ou un athlète expérimenté, entourez-vous bien, que ce soit les bons partenaires, définissez votre projet, qu'il soit réaliste sur le court terme, moyen terme, long terme, que vous vouliez aller aux Games ou juste à un petit throwdown. Soyez réaliste par rapport à votre vie, étudiez et faites attention à l'image que vous projetez et à votre influence. Et encore une fois, allez consulter des professionnels parce que nous, c'est bien beau de nous écouter. On connaît pas particulièrement très bien les réglementations et la régulation. Donc, allez consulter des juristes qui sont certifiés dans le sport, qui connaissent le sport, des avocats, des consortiums, des syndicats, des unions. Allez parler aux gens, parler à d'autres athlètes, consultez et surtout éduquez-vous sur le sujet si réellement c'est ce que vous voulez faire dans la vie que de gagner votre vie à travers le sport. D'ailleurs, si vous êtes un jeune athlète, n'hésitez pas, là, je le dis pas souvent, mais parce que je sais à quel point c'est important. Si vous êtes un jeune athlète, envoyez-moi un message, je peux vous conseiller, même des personnes au niveau juridique qui pourront vous conseiller. Je prends rien, c'est pas de la pub, c'est au contraire pour vous aider. Et ça, je le fais pas souvent, mais là, ça me tient vraiment à cœur parce que ça peut vous éviter des problèmes sur le futur. Donc, je vous répondrai avec plaisir, donc n'hésitez pas. Et je pense qu'on va conclure le podcast là. On voulait parler de compétition et d'événements, mais je pense qu'on peut faire un autre épisode de 2 heures là-dessus, sans fin. Donc on en fera un, je pense, dans le futur proche. Et bon, en tout cas, je vous remercie. Je remercie forcément Mims, Tib et Will pour toutes ces expériences et ce savoir intéressant.
Et je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter. C'était un épisode long mais très enrichissant. Likez, partagez, envoyez ça à des jeunes athlètes s'ils veulent s'éduquer un petit peu. L'idée, c'est pas de donner des faux espoirs, mais d'éduquer. Et en tout cas, encore merci pour votre temps et à très bientôt. Salut. Salut tout le monde. Merci.